aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. I can do it. You are not Japanese. You are not a Tanaka. Just do it! You got the power! Yes, you can! Just do it! Just do it! Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Attention si je dis ninja. Ninja. Pardon, c'est moi. C'est toi. Oui, ninja. C'est toi, c'est moi, mais non, c'est ni l'un ni l'autre car nous sommes masqués dans l'obscurité. Oh, what the fuck. Salut les aventuriers, ça fait plaisir de se retrouver. Fred, comment ça va mec? Bah, très bien, et comme vous l'avez compris, les auditeurs, on reprend une série qu'on pensait disparue, défunte, sur le podcast, je précise, et c'est vrai que j'essaie de compter le nombre d'années qu'on n'a pas fait cette série, je crois que c'était en 2014, si je dis pas de bêtises, putain, ou 2016. Non, arrête, t'es sérieux? Bah, il me semble, 2014, il me semble, donc oui, ça fait 7 ans qu'on n'était pas allé sur la Voie du Tigre, et moi, c'est vrai que j'avais encore des fiches papier. De toute façon, oui, ouais, ça doit être ça, donc 2014. Donc voilà, donc là on arrive pour ceux qui suivraient pas au fond. Donc oui, c'est le 3e épisode de La Voie du Tigre et qui s'appelle Ah, l'usurpateur. Tu savais que t'allais me piéger. L'usurpateur d'Ismoon. D'Irsmoon, l'usurpateur. T'as oublié de R. L'usurpateur d'Irsmoon. L'usurpateur d'Irsmoon. Oh, le titre, hein. ou en anglais, Usurper. Ah, qui est beaucoup plus court. Ouais. Bah ouais, les titres anglais sont toujours chouettes, hein, parce que c'est, je crois que le premier c'est juste Ninja avec un point d'exclamation. Puis voilà, le 3e c'est Usurper, ou Usurper. Mais voilà, ouais, c'est vachement sympa, quoi. Fred, ça fait plaisir. Alors je viens de regarder parce que à mon tour aussi de casser les couilles, mais c'était notre premier épisode de La Voie du Tigre date, quand même, ça fait longtemps, hein, le 23 novembre 2015. Ah oui, j'ai commencé en 2014 les podcasts et on a fait La Voie du Tigre en 2015. Ah oui, comme si ça faisait pas assez longtemps, quoi. Il fallait que t'ajoutes un an de plus, mec. Ouais, bah 2015, un bon score, donc c'est une série qui se sera fait désirer et attendre. Je sais plus, quelqu'un nous l'avait réclamé il y a 40 épisodes, déjà. Il n'y a pas que quelqu'un, je crois qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous disent, les mecs, vous faites quoi, là? Vous êtes en train de continuer Loup Ardent, mais qu'est-ce qui se passe avec notre ninja? Et il y a aussi un auditeur qui m'a dit, quand est-ce que vous reprenez Loup Solitaire? Aïe, ça c'est une question auquel je sais même pas comment répondre. Bien sûr que ça me démange, mais... Oh, ça c'est un sujet que je vais même pas entamer. Tu sais, c'est la petite boîte de conserve d'idées là qui est dans le coin. Je la laisse là et c'est quoi, je m'en occupe pas. Ça reste là-bas. Je verrai ça plus tard quand j'aurai un plan d'attaque. Mais bon, Fred. Alors je voulais te parler de quelque chose. On a eu un haussement d'inscrits sur YouTube. Podcast Addict, iTunes, et puis je pense que ça nous ferait bien plaisir tous les deux de dire merci à tous ceux qui s'abonnent à nous, quoi. Le plus on s'agrandit, le plus on s'expose à d'autres lecteurs des livres-jeux, et voilà, le plus notre public s'agrandit. Donc merci aux nouveaux auditeurs, salut les nouveaux abonnés. Oui, salut les nouveaux abonnés, merci aux anciens, et puis merci de nous suivre sur cet épisode. On espère que pour ceux qui ne connaissent pas très bien La Voie du Ninja, vous allez vous amuser avec nous. Et c'est vrai que on aime partager avec vous, et c'est vrai qu'aussi on aime bien avoir vos retours, donc on a eu quelques messages sympas et quelques cadeaux de nos auditeurs, justement. Oh, les cadeaux. On plonge en direct dedans. Alors, Fred, on a eu une enveloppe, même pas, un petit colis excellent de Gilles, alias Gandalf, alias notre Heavy Weapons, alias notre Heavy Weapons. Alors, je me demande, est-ce que Gilles, c'est du genre à utiliser le Heavy Flamer? T'es Heavy Flamer, c'était sûr. C'est le Heavy... Je l'ai déjà fait, la blague. Ok, ouais. Bah, moi, en tant que Salamander, ça serait Heavy Flamer. T'as les non-joueurs de Warhammer, ils se disent, putain, les gars, arrêtez. Fred, tiens, tu sais quoi? Nomme-moi un clan d'orques de Warhammer 40 000. Les Goffs. C'est fait. Alors Gilles, il nous a envoyé un colis avec, bien sûr, les auditeurs, je vous conseille de suivre cette formule si vous le voulez, pas que j'insiste, hein, mais si vous nous envoyez un livre dont vous êtes le héros, avec Fred, on se sent un petit peu obligé de faire une émission dessus. Donc Gilles nous a envoyé la suite, le 2e cycle de double jeu, Bardic le voleur. Fred, je crois que c'est toi qui vas être le voleur direct.
le backstab, c'est ma passion, donc je suis très content. Ça se trouve, il va être tellement voleur et furtif que j'aurai pas besoin de me battre, donc on verra bien. Puis c'est vrai que le jeu, c'est un concept. Pourquoi tu te marres quand je dis backstab, tu me crois pas? Parce que t'es tellement une pute, quoi. Oh, tu parles à un talisman, c'est tout. Juste un talisman, bon, c'est déjà... Bah écoute, moi je serais Chorus le prince et je sens que je vais m'en aller comme un prince avec un backstab, oui. quoi, ça m'étonnerait pas. Je vais m'en aller comme un prince. Aïe. Et puis, alors, ce que nous réserve Gilles, bien sûr, c'est une illustration de la Voix du Tigre. Je dirais même que c'est ce fameux combat contre... C'était quoi, les ninjas de l'Ordre du Cobra, c'est ça? C'est le Scorpion. Vraiment une superbe illustration, mais ce qu'a fait Gilles, et là on sent son côté fort de l'illustration, c'est qu'il nous a fait un dessin avec des tons et des couleurs synthwave. Alors ceux qui connaissent pas le synthwave, voilà, ce sont des couleurs qui représentent bien les années 80. On est complètement dans le néon, violet, fuchsia, rose, bleu... Et franchement, l'illustration, elle pète, hein, Fred. C'était un vrai plaisir. Gilles, merci beaucoup. Là, elle est accrochée dans le bureau. Ça fait vraiment plaisir de la regarder. Et c'est surtout, ça nous motive, quoi. Je t'admets que moi, quand je lis les livres de la Voix du Tigre, c'est clair et net que j'ai du synthwave en arrière-plan, quoi. C'est l'ambiance parfaite pour l'univers du ninja. Oui, puis encore une fois, il était dans le timing parce que le dessin arrivait avant qu'on fasse l'émission, donc c'était complètement raccord. Et sinon, en parlant de cadeaux aussi, officiellement, le dernier chocolat suisse a été mangé par Fabien ce soir. Donc voilà, merci Etienne. On est les vus. Le chocolat qui a duré, hein. Et puis on a aussi reçu un email de Antalab, Antalab qui nous a écrit sur le chat de Facebook, salut mec, qui partage en fait des nouvelles avec nous, donc pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des news. C'est que Gallimard Junior annonce justement la sortie et la publication française du 30e volume de Loup Solitaire, donc voilà, qui sort très bientôt, qui se nomme Au bord de l'abîme, par Vincent Lazari, Ben Dever et Joe Dever, bien sûr, et les illustrations de Richard Sampson avec une traduction par Sophie Brun. Donc on a hâte de lire ça. Fred, Loup Solitaire, t'attaques quand, toi? Quand on aura fini Loup Ardent, La Voix du Tigre, Sorcellerie, Dragon d'Or, qu'est-ce qu'on a commencé? Tu sais que tous ceux que tu me cites, il reste plus qu'un livre environ à faire, hein. Non, il y en a 6 dans La Voix du Tigre déjà. Solitaire. Ouais, 6, il nous en reste plus que 3, hein. Enfin bref, en gros, fais gaffe. Et on a aussi un dernier message, Fred de Greg, qui est donc un créateur de magazines indépendants, qui se nomme donc les Créateurs des Mondes. Oui, en fait, on voulait mettre en avant leur superbe initiative. Donc là, ça y est, ils se lancent. Là, c'est un bimensuel. Donc 2 numéros par mois. Donc c'est une équipe éditoriale qui est composée de pros et d'amateurs, donc qui est vraiment basée sur le titre, c'est Créateurs de Monde. En fait, c'est vraiment basé sur la créativité et surtout la créativité, on veut dire indie. Comment maintenant avec les outils actuels et avec le marché actuel, on peut créer, les créateurs peuvent plus facilement créer. Et donc ils nous accompagnent là-dedans avec des thématiques. C'est vraiment assez éclectique, comme on dirait dans Tournée Ménage, mais c'est très intéressant. Donc il y a des pros et des amateurs dans le monde du jeu vidéo, du jeu de rôle, des plateaux société, des romans BD, des séries, films, animation. Donc il y aura forcément un sujet qui vous plaira. Les thématiques sont assez chiadées, assez riches. Les magazines sont très touffus. Donc en fait, nous, tout simplement, on a décidé de leur faire un coup de projecteur, parce qu'il semblerait qu'en plus, ils ont un dossier spécial dans leur premier numéro qui est consacré aux livres-jeux. Donc si vous voulez voir les livres-jeux qu'il faut lire avant de mourir, vous aurez un supplément avec leur magazine. Et donc voilà, c'est une superbe initiative, on leur souhaite bien du courage. Et nous, en fait, donc on vous donnera les liens sur SoundCloud. Et il y aura dans la librairie du site Tocity, auquel vous vous rendez souvent, il y aura un lien de leur magazine gratuitement, donc vous pourrez jeter un œil. Et de toute façon, nous, on reviendra vers vous plusieurs fois avec vous pour en parler d'eux, parce que c'est vraiment une super initiative et on leur souhaite un bon lancement, tout simplement. Ouais, tout à fait, vraiment un très bon lancement. Bon courage les gars, continuez. En plus, superbe équipe d'écrivains. Fred, j'ai vu, il y a un article dans le 3e volume qui me plairait énormément de lire. Alors j'ai hâte de l'attaquer. C'est un dossier qui parle justement de l'écriture de Stephen King. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Voilà, vous cherchez à être un peu au fait de l'actualité, ce qui se fait mieux, ce qui se fait en indie, ce qui se fait vraiment à la pointe de tous ces sujets un peu niches. Voilà, vous aurez de quoi faire. Et ils sont partis pour plein de numéros, plein d'épisodes. Donc ça a l'air
très tentant et ils ont l'air compétents et sympathiques comme tout. Donc voilà, nous vous invite à regarder. Ouais, franchement, Fred, c'est vraiment une superbe initiative, comme tu dis. Et on voulait vous dire aussi, les auditeurs, donc voilà, sur notre site web, sous librairie, on aura donc une partie de notre page qui est désignée au magazine avec une vidéo d'intro, comme tu disais, Fred, mais surtout le premier numéro qui est gratos. Donc voilà, si vous êtes auditeur du podcast, numéro 1, c'est free. Allez-y, cliquez directement sur l'icône du mag et vous l'aurez en PDF, voilà, pour prendre avec vous sur votre liseuse, votre tablette, votre téléphone, votre portable, what the fuck, quoi. Sur votre... comment ça s'appelle, Fred? Des palmes? C'était ça à l'époque? Non. Les trucs que tu mettais dans les premiers... Des printemps de palme. Ok, j'abandonne. Voilà, quoi. Donc voilà, ça termine notre courrier des lecteurs. Donc... Merde, je me suis pris un gaz empoisonnant, là, ninja, d'un coup. Non, je t'ai fait la technique du brise-nerf, là, Jugujiku. Arrête. Ok, allez, hop. Fred, juste une dernière chose avant qu'on rentre direct dans le sujet. Je te propose un petit quiz. T'es chaud? Toujours chaud, moi j'adore les quiz, ouais. Alors, c'est parti. Comment s'appelle la série de jeux vidéo Sega avec un ninja? Shinobi. Bien joué. Comment s'appellent les 4 Tortues Ninja? Bon, c'est notre enfance, est-ce qu'on répond vraiment à cette question? Leonardo, Michelangelo, Donatello... Merde, j'en oublie un, t'as raison. Leonardo, Donatello, Michelangelo... Putain, c'était même pas prévu, ça. Mais c'est quoi le 4e, tu connais, toi? C'est clair qu'on voit pas du tout la renaissance de la mémoire de Fred. Non, mais Michelangelo, Donatello, Leonardo... J'en oublie un. Raphaël, ouais. Raffaello. Hey, alright. Alors Fabien nous pose une question en pensant que comme il sait qu'on lit des mangas, enfin j'initie Fred au manga, mais je lis pas du tout Naruto, donc Fabien Fred au manga, mais je regardais Goldorak, t'étais même pas né, mon gars. Bon, ouais. What the fuck. Donc il me dit combien de volumes de Naruto il y a, bon je sais pas, donc je crois que c'est un fail pour tous les deux là. 580. Et puis, où rencontre-t-on pour la première fois le ninja dans le labyrinthe de la mort? Bah, avant de rentrer, quand on voit tous ceux qui participent à l'épreuve. Ouais, quand ils sont alignés devant la porte d'entrée, ouais. Hey, eh ben Fred, je te propose tout de suite de rentrer dans l'univers du ninja. Ninja! Hey Fred, nous voici dans le 3e volume de la saga de Voix du Tigre, intitulé L'Usurpateur d'Earthmoon. J'espère que je vais y arriver. Alors, le titre original... J'y arrive pas. Le titre original sera bien plus court, comme on a parlé un peu plus haut, hein. Usurper, ou non, n'importe quoi, Usurper. Usurper, qui est donc un livre de 420 paragraphes pour un titre là, qui a été écrit en 1985 et qui sortira 2 ans plus tard chez Folio Junior. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le titre ne sera pas réédité pendant des années, mais en fait c'est la 4e aventure de cette série qui en comprend 8 en tout. C'est un peu compliqué, on vous a expliqué ça dans l'intro sur La Voix du Tigre il y a en 2015. Si vous en souvenez encore, bravo à vous. Et donc, peut-être un petit récapitulatif, non? Oui. Et donc, ouais, c'est ça. En fait, il y a 6 titres qui sont parus chez Folio dans les années 80. Mais en fait, il y a un préquel qui est appelé Ninja, qui est en fait le volume 0. Et il y a un 7e volume qui est nommé Rédemption, qui fait suite au 6e type, donc. Et en fait, le préquel et le volume 7 furent écrits bien des années plus tard, en 2014 et en 2015. Et puis voilà, c'est avec l'aide de la campagne crowdfunding organisée par les éditions Megara Entertainment, voilà, qu'une réédition intégrale fut organisée et publiée avec plus de 200 contributeurs. La campagne budgétaire fut largement gagnée, forcément avec La Voix du Tigre, ça va attirer pas mal de fans et de connaisseurs des livres-jeux. Et puis c'est bien sûr bien mérité, hein, parce que c'est une excellente saga de livres-jeux. Et donc l'Usurpateur se fut réédité en couverture cartonnée avec de nouveaux dessins en couleur et plusieurs illustrateurs. Donc voilà, quoi, c'est une grosse édition qui fut publiée et qui a vu le jour, quoi. Donc voilà, Fred, après que ma langue s'est démêlée, je te propose de plonger en 1985. Vas-y, allume-moi la borne d'arcade.
Ah oui, qu'est-ce que vous avez vu ou loupé en 1985 qui est resté dans notre mémoire collective, nous de petits geeks. Donc on commence par les jeux vidéo, effectivement. Donc grosse référence, Ghost and Goblin 85, les salles d'arcade, c'était ouf. Capcom, je vous rappelle, mélange de plateforme et d'action, un mélange qui fera date. Énorme hit et surtout adapté sur tous les ordinateurs et les consoles à l'époque. Et Fred, c'est bien qu'on en parle parce que récemment sorti, je crois que c'est ce mois-ci, le mois dernier, il y a eu une réédition haute définition de Ghost and Goblins qui est sortie sur Steam, sur ordinateur, je sais pas si sur console encore, mais avec de nouvelles illustrations et le jeu maintenant est illustré avec des dessins à la main, quoi. Tout est animé, ça fait très manga, ça fait très dessin animé, donc c'est un jeu qui est devenu, qui a eu une résurrection assez cool, quoi, récemment. C'est vrai que c'est un jeu qui est vachement sympa à faire, qui encore maintenant peut plaire aux nouvelles générations, je pense. Et n'oublions pas de citer que c'est un jeu ultra hardcore. Hein. C'est heavy. T'apprends à maîtriser ce jeu parce que tu sais absolument toutes les façons dont tu peux mourir parce que tu les as faites. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu avances par l'expérience qui est la mort. Et là, on va passer du coq à l'âne, parce qu'il y a même du coq tout court, parce que Cocorico, on va parler d'un jeu français sur Amstrad CPC, la référence, en plus Amstrad avec les super pubs, avec l'alligator, le crocodile et tout, bref. Et puis ceux qui nous connaissent avec Fred, vous connaissez un peu notre passé de court-métrage, quoi. Hein, Fred, si on dit Amstrad CPC, ça nous rappelle des souvenirs. CPC Gène, oui, c'est vrai, ça me rappelle des souvenirs, tiens. Donc voilà, il y avait donc un jeu qui apparaît en France en 1985, voilà, au titre original qui s'appelle Amélie Minuit. Alors Fred, moi je sais plus si j'étais en France ou aux US, je te propose d'enchaîner direct là-dessus. Parle-moi justement d'Amélie Minuit. Alors Amélie Minuit, donc qui est une présentation qui fait un peu Minitel Rose comme ça sur le premier écran, mais en fait tout simplement on dirige Amélie, une secrétaire en tailleur un peu court quand même, plutôt une chemise sans jupe, bon bref, secrétaire qui a essayé de travailler dans son entreprise alors qu'il est 23h, elle est seule, elle a perdu ses lunettes et un dossier ultra important, donc elle est myope, donc elle est un peu égarée, et donc elle doit avoir fouillé les 29 étages de plus de 224 bureaux, excusez-moi du peu. Et en fait, l'ascenseur est live, mais parfois capricieux. Donc en plus de ça, le jeu est chronométré. Donc il faut retrouver le dossier avant minuit. Donc on a 1 heure real time pour faire la mission. Oui, donc un truc qui était assez récurrent sur les jeux Amstrad et sur les jeux PC, c'est qu'en fait les jaquettes étaient très trompeuses. Donc en fait, il y avait des super illustrateurs qui faisaient des super dessins, qui mettaient des super ambiances. Après, vous branchiez le jeu, mais en fait, vous aviez une bouillie de pixels monochrome. Donc c'est vrai que c'était un peu le down, mais bon, on s'amusait quand même, et c'est vrai que là, Pardon, j'allais juste en te dire bienvenue au monde de l'achat du jeu vidéo avant l'internet, quoi. Ouais, putain, t'avais en plus les photos derrière, c'était toujours les photos des versions les plus performantes, et quand t'arrivais sur toi, t'avais la version monochrome. Bon, bref. Et c'est vrai que donc là, en fait, la version, on dirait un jeu de science-fiction futuriste, et avec une secrétaire cyborg qui se balade dans un monde cyberpunk. En fait, pas du tout. Amélie, c'est une écolière, une petite écolière, le sprite, là, le petit truc avec 2 bâtons, des chaussettes blanches, une petite jupe triangle rouge, un petit gilet bleu, et puis et voilà, donc c'était un peu répétitif, mais au moins ça avait le mérite de changer, d'être innovant à cette époque. Donc vous voyez à quel niveau on était. Donc il y a comme une sacrée différence entre Amélie Minuit et Ghost and Goblins, ça, reconnaissons-le. Moi j'ai envie de te dire, c'est un peu, si je te fais une analogie, c'est un peu comme certains livres dont vous êtes le héros, quoi. Il y a des couvertures qui déchirent, et puis à l'intérieur, c'est un peu nawak, hein. Ah ouais. En parlant de couverture, si on parlait de la couverture de cet usurpateur d'Earthmoon. Ouais, alors la couverture de l'usurpateur, elle est vraiment excellente, Fred. Alors qu'est-ce qui se passe pour décrire à nos auditeurs? On a donc notre personnage Ninja qui est dans une grande pièce avec un trône entouré d'un énorme escalier qui conduit vers l'obscurité la plus complète. Sur ce trône est donc un énorme démon tout noir avec de grandes ailes de chauve-souris et puis des crocs à rappeler un peu les démons venus de l'enfer. Notre ninja, il fait un high kick, wada, prêt à défoncer ce monstre. Donc, c'est un éclair brisé. Yo, bien joué, justement j'allais te poser la question. Yes, l'éclair brisé. Et d'ailleurs Fred, merci à Gilles de nous avoir envoyé des fiches de personnages, hein. Elles sont vraiment superbes pour avoir joué à ce roman avec.
Ah oui, parce que comme ça, on a toutes les positions de combat sur la même fiche. Et moi, comme j'avais une fiche papier, bah là, j'ai fait le transfert sur la fiche papier. C'était bien cool avec ces petites typos noir-rouge là, orientales. C'était vraiment sympa. Ça C'est le mettait dans level up. l'ambiance, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, Fred, sur cette couverture, c'est les couleurs. Parce qu'on passe d'un dégradé vert kiwi délavé vers justement, enfin pas kiwi, mais plus, comment j'allais dire, melon, vers justement un vert un peu plus foncé qui monte vers le trône. Et tout ça encadré par un contraste très très lourd. Je trouve que c'est une excellente recette pour créer une couverture bien prenante avec un énorme focus justement sur l'action qui est en train de se passer. On sent bien que c'était un moment important dans l'aventure. Et Fred, on est heureux de dire que cette couverture, elle existe dans l'histoire. Oui, pardon, j'ai confondu d'antagoniste, mais oui, c'est le boss final dans la salle du trône, et c'est vrai qu'en plus, on le combat à coups de pied, donc j'ai envie de dire que cette fois-ci, l'illustrateur a lu le bouquin, et c'est magnifique. Et j'aime bien quand tu dis ça, quand on sent la frustration qu'on a souvent avec les illustrateurs. Un truc, je dirais même, Fred, que c'est un peu spoiler quand même, sans qu'on le sache. Oui, non, mais c'est vrai que bon, après son coup de pied contre le bout de queue, je sais pas si ça sert à grand chose, mais oui, c'est la scène finale, le trône, le grand méchant, et ouais, c'est vrai qu'en plus on a un spoil, parce qu'en fait le grand méchant à la base ne nous est pas présenté comme ça. C'est vrai. Ouais, il est vraiment caché dans son château fort et ça nous prend un peu de temps pour y arriver, quoi. Alors pour parler un petit peu plus de Bob Harvey, Fred, dis-moi tout sur cet illustrateur. Oui, donc Bob Harvey, on sait très peu de choses sur lui en fin de compte. En fait, en plus, il y a beaucoup d'homonymes, donc des fois c'est un peu difficile de les distinguer, surtout qu'il travaille aussi dans l'illustration ou la peinture. Donc celui qui nous intéresse, notre Bob Harvey, il est anglais, donc on vous disait pas trop d'infos. Même autant quand il exerçait son métier à plein temps, il n'y a pas trop d'occurrences. Est-ce qu'il est encore vivant? On ne le sait pas. En tout cas, ça fait plus de 20 ans qu'on n'entend plus parler de lui. Donc il a surtout travaillé dans l'illustration des livres pour le jeune public, pour la jeunesse, comme les éditions anglaises du Club des 5 ou la série Transformers. Et là, Fabien était gentil, nous a envoyé une photo, on dirait le livre de notre héros, notre premier justement, qu'on a fait ensemble, qui était... Le grand combat des... Ah, mince. Ouais, la grande menace de robots. Et la couverture avec un dinosaure mecha un dinosaure mecha, oui, et un dinosaure, un Triceratops tout court, donc un T-Rex mecha et un Triceratops. Donc c'est un peu... Bon, elle est pas très jolie, la couverture. Il est en train de se faire défoncer, le pauvre Triceratops. Et donc, il avait surtout travaillé avec Penguin Books, qui faisait souvent appel à lui. Donc, et c'est vrai que Bob Harvey, c'est comme quelqu'un qui a marqué les lecteurs, et c'est quelqu'un qui est souvent mis en référence, mais donc qui a un peu disparu. Donc, quelque part, mystère égale légende. Donc, voilà, Bob Harvey, voilà ce qu'il nous a légué. Et donc, sur ce voie du ninja, il nous a fait les dessins intérieurs. Et puis, pour parler de l'auteur, nul autre que Mark Smith. Alors, on sait peu de choses sur lui, hein. Il préfère parler de ses livres que de sa vie personnelle. Alors, il dira dans un interview sur le site gamesradar.com que, justement, traduit de l'anglais, dès le début, dans la conception de la collection La Voix du Tigre, notre objectif avec Jamie Thompson est d'écrire le meilleur livre dont vous êtes le héros. Nous avons pris notre objectif très au sérieux. Alors, avec son ami, bien sûr, Jamie Thompson, que nous connaissons bien sur le podcast. Hein. Alors, il prenait davantage de temps à travailler justement sur l'écriture plutôt que d'étudier à l'université. Ça montre bien les passionnés d'œuvres. Hein. Et voilà, ce qui met en rage son père, mais voilà, il changea soudainement d'avis quand il vit que son fils et Jamie gagnaient de l'argent grâce à leurs livres. Donc le papa, il a compris tout de suite, attends, il y a moyen de se faire du fric avec des livres-jeux ? Vas-y, continue mon fils. Alors Mark voulait justement un système de combat différent des Défis Fantastiques. Hein. Il n'y avait pas trop de choix à prendre, hein, et voilà, très peu de joueurs au final ne prenaient même pas la peine de lancer les dés. Hein. Ils trichent et ils remportent la victoire à chaque fois. Donc qu'est-ce qui se passe ? Mark il se creuse les ménages. Et voilà, donc les deux auteurs réfléchissent à un système de combat avec des choix intelligents, des combinaisons de coups pour inciter les joueurs à faire l'aventure à la loyale. Et donc pour écrire l'usurpateur, ça sera Mark qui créera le contexte, l'intrigue, l'univers où va parcourir notre ninja et la création de certains personnages. Pendant que Jamie Thompson, donc le co-auteur, lui sera là pour les paragraphes de combat.
Et c'est donc Jamie qui conçoit le système de la série de la Voix du Tigre, que l'on nomme, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est juste le système de la Voix du Tigre, quoi, ses propres règles de jeu. Et puis ça tombe bien parce que Jamie Thompson, voilà, c'est non seulement un fan d'arts martiaux, mais c'est un pratiquant aussi. Et donc voilà, ça lui donne justement l'expérience et l'opportunité parfaite pour faire la narrative de à quoi ressembleraient des combats si c'était des règles sur papier. Donc voilà, c'est assez cool, quoi. Et Fred, vas-y, parle-moi justement de Jamie Thompson. Oui, on va dire plus individuellement. Donc lui, il est né en Iran dans les années 60. Il est arrivé en Angleterre dans ses premières années. Enfant, il voulait être cascadeur de cinéma. Et en fait, pendant ses études au Brighton College, il rencontra Mark Smith dans les années 70. Et ce fut le début de leur grande amitié. Donc, il faut savoir qu'il est donc diplômé en sciences politiques, mais il se rend compte qu'il veut vivre de l'écriture et du de tout ce qui est divertissement. Passionné par les jeux vidéo, il fut l'un des 4 créateurs de The Tower of Despair, un jeu texte-aventure sans aucun graphisme qui sortit sur ordinateur dès 1984. Dans l'univers qui nous intéresse, les défis fantastiques, il faut savoir qu'il est l'auteur de 4 livres, à part le ninja. Donc il y aura le talisman de la mort, le repère des morts vivants et l'épée du samouraï. Donc là qui nous fait penser donc à son amour des arts martiaux. Et là, je regardais les photos de Fabien. La couverture de Tower of Despair est super. Là, il y a un jeu encore Games Workshop qui sont toujours là partout. Et aussi, ils travaillent avec des bons auteurs, avec des bons illustrateurs, et des bons auteurs comme Jamie Thompson. Et donc, en fait, il a un peu évolué, Jamie Thompson, donc des années 90, avec un autre de ses amis, Dave Morris. Connais pas. Non, c'est le créateur de Dragon d'Or. Dragon d'Or, c'est quoi ça? Je ne connais pas. Donc, ensemble, donc avec Dave Morris, ils coécriront la fameuse série des Fablelands, qui est une série qui marche bien, qui est plus récente, c'est vrai. Et donc, qui carbure aujourd'hui à fond. Ouais, qui carbure bien. Et donc en 2012, il remporte même le prix Roald Dahl du Roald Dahl Funny Prize pour sa série jeunesse Dark Lord, qui mélange humour et heroic fantasy. Donc il sera très fier de son prix et dira qu'écrire un livre pour les enfants est aussi difficile qu'écrire pour un livre pour les adultes. Donc c'est vrai qu'il y a son nom qui apparaît sur une couverture d'un livre enfantin qui s'appelle Dark Lord, A Friend in Need. Il y a un jeu de mots, non, c'est A Fiend. Fiend, ouais, c'est ça en fait. Au lieu que ça soit un ami en besoin, c'est un ennemi en besoin. Ou le besoin d'un ami, besoin d'un ennemi, je pense plutôt jeu de mots en français. Enfin, il n'y a pas trop de jeux de mots en français, mais... Et donc... on bug. Et puis, ça nous amène justement à parler du traducteur Arnaud Dupin de Bessillat. Alors voilà, c'est vraiment c'est son vrai nom. Alors c'est un autodidacte, oh putain de merde, c'est ce mur qui m'a eu là ce soir. Alors Albert Dupin de Bessillat, c'est un autodidacte, toujours impressionnant quand les gens arrivent de cette façon-là à leur carrière. Alors l'écriture, c'est sa passion, voilà, la langue anglaise également. Et donc il multiplie les traductions en tout genre. Voilà, il travaille pour Gallimard, mais aussi avec d'autres éditeurs qui lui feront traduire tout genre. Ça passe par des fiches d'explication pour Windows 98, des guides touristiques, des livres d'histoire ou même des livres qui sortent un petit peu de notre registre sur le podcast comme Sax et Madonna, voilà, qui étaient sortis en 92. Alors il fut même secrétaire de rédaction pour plusieurs magazines dans les années 2000. À ce jour, il continue toujours l'écriture, notamment dans la poésie, voilà, et puis des nouvelles et des romans. Arnaud a 66 ans et il en avait 31 quand il a fait la traduction de notre livre. Donc salut Arnaud, merci beaucoup pour tes traductions, ça fait vraiment plaisir, on s'éclate quoi. Et voilà, ça fait plaisir de parler de lui au podcast. Plongeons direct dans le monde du ninja, je sais que c'est Fred qui l'a largement tant attendu, son retour au podcast. Fred, je te propose de nous faire le synopsis pour nous lancer avec un morceau de musique par la suite. Nous incarnons le ninja, nous avons triomphé de toutes nos missions avec brio. On retourne sur notre île et le grand maître de l'eau nous révèle le secret de notre naissance. Vous savez, souvenez-vous, il y avait une espèce de secret, de mystère autour de notre naissance. On a été déposé sur l'île. Il y avait un mystère. Quel était ce secret? En fait, votre père était le roi d'Earthmoon. Donc vous êtes nous sommes son héritier. Et on a une espèce de couronne, une marque en forme de couronne sur notre cuisse, je crois. Et en fait, c'est le symbole royal. Donc en fait, la couronne nous revient de droit et on doit chasser l'usurpateur. Mais donc il faut agir vite, mettre fin au règne de terreur qu'il fait subir à toute la ville et réclamer nos trônes comme il se doit. Donc en gros, c'est ce qui nous attend dans cette aventure.
Et donc, pour vous mettre un peu dans le rythme et dans le combat et les forces forces maléfiques qui nous attendent, on vous propose un titre qui pulse, si j'espère bien, si c'est toujours dans la même série. Nickel, je t'ai proposé un truc parfait pour l'usurpateur Dearth Moon, un morceau de Jupiter 8 qui revient, car voilà, il était présent avec nous pendant nos derniers épisodes de La Voix du Tigre, et là il revient avec Mecha Ninja. Allez, à toute, Fred. C'est avec ça, ils ont pas peur les ennemis, quoi. Mecha Ninja, I am here to destroy. Power comes from the souls of vanquished warriors. To fight Shang Tsung is to face not one,
au début avec ton ninja, donc, sachant qu'au début on en a droit à 3. Et en fait, donc là, on en a une supplémentaire qui était pas proposée au départ. Et en fin de compte aussi, moi, je m'en souviens que j'en ai pris une par Kwon. Donc moi, je m'en souviens qu'au départ, j'avais pris œil d'aigle qui permet en fait de dévier les projectiles. J'avais pris évasion qui permet de se contorsionner, de se briser les os pour s'évader ou de se faufiler dans un endroit très étroit. Et j'ai pris crochetage qui permet aussi de détecter les pièges. Et donc j'avais aussi gagné par Kwon acrobatie qui permet de faire des sauts et de faire des mouvements qui peuvent déconcerter ou qui permettent d'aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Donc voilà, c'était les sorts les capacités de départ. Toi, t'avais pris autre chose peut-être? Moi, j'avais pris les fléchettes empoisonnées, que je t'admets, qui m'ont aidé plus d'une fois. Ah ouais, mais je crois que c'est celui qui sert le plus, parce que déjà dans les deux premières aventures, il me souvenait qu'on s'en servait beaucoup, et là c'est vrai qu'il le propose beaucoup aussi. Ouais. Ah bah là, je t'admets qu'au boss final, j'ai fait un coup de fléchette empoisonnée, et je t'en parlerai plus tard, mais c'était un peu le critical hit dès le début du combat, quoi. What the fuck? Oh putain, mais de toute façon, oui, bon, on verra, parce qu'en fait, vous verrez, bon, on en reparlera, la voie du tigre, vous verrez, c'est quand même une architecture qui est un peu particulière. Donc voilà, donc on a... C'est comme quand tu joues à Donjons et Dragons avec un MJ et tu lances l'arme la plus pourrie du jeu et tu fais un one-shot au mec, tu vois, c'est un petit peu ça, quoi. Oh, c'est pas l'arme la plus pourrie du jeu. Non, ce que je veux dire, c'est toi, tu lances l'arme qui fait juste un dé de 4 de dégâts, mais tu vois, tu fais un critical hit, et ça double ton critique, parce que sur ton critical hit, tu reroules un critique. Tu vois un peu les dégâts que ça fait, quoi. C'est tu one-shot l'ennemi final. Bref, je t'en reparlerai plus tard, mais j'ai fait des gros dégâts à notre Némésis. Hein. Enfin, pas vraiment notre Némésis, mais notre ennemi. Voilà, donc en fait, vous voyez, donc la voie du tigre, vous avez votre personnage qui est un vrai combattant, c'est très axé combat. Après, vous avez plein d'accessoires de la tenue complète du ninja, et en plus, tous les objets que vous avez, qu'on avait récupérés et que vous avez gardés des précédentes aventures. Donc voilà, moi, juste pour dire ce que j'avais gagné au bout de 2 aventures, j'avais une dague en cristal, les parchemins de Ketchin qui sont le but des aventures. J'avais l'épée de la damnation que j'avais volée au grand méchant des 2 premiers volets qui s'appelle donc Honoric. Et aussi... Ouais, Odoric. Et donc, j'ai aussi un gant de force qui me donne plus 1 en dommage à coup de poing. Donc, c'est pas mal. Plus les shurikens spéciales. Voilà. Toi, t'as réussi à tuer Honoric ? Oui, oui, en fait, on l'empoisonne. Mais justement, en fait... Mais il survit, tu te souviens, il survit. Bah oui, en fait, c'est ça le début de la 3e aventure. On apprend en fait que Honoric a survécu et élève une armée. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un des reminders de l'aventure. En fait, c'est une des news au début de l'aventure. On apprend ça par le grand maître. Et en fin de compte, donc, c'est là qu'il nous apprend nos techniques. Et après, donc, il nous parle le synopsis nous parle de notre destinée. Et donc, c'est pour ça que le titre du bouquin, c'est l'usurpateur d'Earthmoon, parce qu'on va réclamer notre trône à Earthmoon. Et donc là, on s'apprête à quitter l'île de la plénitude, qui est notre refuge, et là où se trouve notre temple. On va usurper l'usurpateur. on va usurper l'usurpateur. Enfin, j'ai pas tort. Non? Oui? Je sais plus. C'est ça, on va déloger l'usurpateur. Voilà, on va l'usurper. Bah ouais, alors vas-y, dis-moi Fred, raconte-moi, parce que là t'étais bien parti, merci de ce petit résumé, mais dis-moi un petit peu, toi, ce qui t'est arrivé dans la première partie de l'aventure. Bah déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a une vision de tigre au tout début de l'aventure. Parce qu'il y a souvent des visions mystiques, que c'est souvent des moments importants qui nous aident un tout petit peu, ou ne serait-ce qu'au niveau des indices un peu cachés. Donc il y a une c'est connu, hein, la voie du guerrier, le plus important, c'est non seulement la force, mais c'est aussi le mental. Hein. C'est le mental, effectivement, c'est très important. Bah, c'est tout ce qui est arts martiaux, donc c'est l'esprit, l'esprit domine le corps. Et donc en fait, Tig nous met en garde, disant qu'en fait, Kwon, là on affronte des dangers très importants. Kwon ne pourra pas forcément nous aider, mais lui sera présent, donc c'est déjà une info. Et donc en fait, on doit se rendre sur le continent, entre guillemets, pour rencontrer un allié qu'on a aidé pendant les parchemins de Ketchin. C'est comme ça que c'est passé. Et en fait, je me rends dans une ville et avec son aide, on monte une armée de samouraïs et il doit l'envoyer sur Earthmoon, sur la cité maudite. C'est comme un grand trajet. Et là, déjà, en fait, on a un choix. Il faut choisir par où est-ce qu'on va les faire passer. Donc, je sais pas une armée de 100 samouraïs avec une armure qui reflète le soleil couchant, bien rougeâtre. Je trouvais ça vraiment super, ce côté japonais dans les soldats, quoi. C'était assez cool. Et ouais, comme tu disais, Fred, c'est ça. Est-ce qu'ils vont prendre le chemin court ou le chemin lent ?
Donc en fait, ils sont obligés de... Ou bien ils passent par la mer, arrivent à un port qui est la cité des maléfices. Là, ils sont plus proches de la cité d'Earthmoon. Ou bien ils passent par Thor et ils traversent toute la vallée des Rois Lich. Le trajet est plus long. Donc voilà, moi je les ai envoyés au trajet le plus court. Je dis une armée, il vaut mieux qu'ils aient le trajet le plus court. Et moi je prends la voie longue. Et surtout, je prends la voie longue que ça nous permet de me rendre à Thor. Et à Thor, il y a un allié qui m'attend, qui est Glevas, un personnage des précédentes aventures. Eh ben moi j'ai pris le chemin court, mec, donc ça va être vraiment intéressant là à discuter de nos différences. Ben voilà, on a fait une grosse différence et c'est celle-ci qui est assez importante parce que c'est un des choix. Oui, je me demandais à quel point ça pouvait influencer sur le reste de l'aventure, donc c'est bien, on va avoir des avis différents, c'est cool. Ah complètement, hein. Là, tu veux que je te démarre moi déjà ce qui se passe en prenant le chemin long ? Vas-y. Enfin pardon, court. Le chemin court, oui. Alors justement, je me balade dans les plaines du continent en me dirigeant justement vers la cité d'Earthmoon et je rencontre quelqu'un qui s'appelle donc Eguchi et qui dit justement que il sait que je fais partie de l'ordre de Kwon et lui il fait partie de l'ordre de Némésis, je crois, ou de le temps, je me souviens plus, mais bon, les ennemis. Et voilà, il me déclare au duel, bien sûr, le code d'honneur du samouraï. On est un petit peu dans le Bushido code, là. Hein. Et donc, on doit se rendre dans une zone. Et là, en fait, je découvre, Fred, que je suis en train de me faire une version de Chasse à l'homme. Je sais pas si tu te souviens de ce film d'action. Ah oui, avec Van Damme. Putain. Ouais, c'est ça. Oh putain, il reviendra tout le temps. Donc t'as le double coup de pied Van Damme maintenant, quoi. T'as pas le là, je me retrouve dans une situation à la Van Damme. Tout ce qui me manque, c'est le moulette de Van Damme, quoi. Avec le débardeur et le jean boule-fesse. Et donc, en fait, on est dans une zone de combat, voilà, où il y a une forêt, il y a une grande tour à grimper au milieu, il se passe pas mal de choses. Et là, c'est assez cool ce qu'ont écrit nos garçons, quoi, Mark et Jamie, parce que, en fait, j'ai complètement libre choix de me faufiler ou de me balader dans cette zone d'attaque. La seule loi, bien sûr, c'est de ne pas dépasser donc les pierres qui encerclent, qui limitent l'arène de combat, l'arène de duel. Donc je suis dedans, il y a même des barbares justement qui nous accueillent à l'entrée et qui savent très bien que c'est un duel, donc ils n'ont pas le droit de me tuer. Et je rentre dedans, et je cherche donc Eguchi, en baladant même mec je trouve un cadavre avec 4 rubis, et puis j'arrive au milieu où il y a une tour, donc je me dis ok, classique, hein, je vais observer l'horizon pour préparer mon attaque, et ça tombe bien parce qu'en grimpant tout en haut de la tour, je vois Eguchi qui se balade dans la forêt, pas trop loin. Parfait. Donc je redescends, je me dirige vers cette forêt, et là j'utilise mon skill de ninja de stealth, hein, de passer inaperçu à travers les bois, même carrément de ramper à 4 pattes. J'arrive juste derrière lui, et plusieurs fois Marc me dit « Mec, est-ce que t'es sûr que tu veux pas attaquer là ? Là, il y a occasion là. Tu veux pas ?» Et je me dis « Non, je vais m'approcher juste derrière lui. » J'arrive derrière son dos, et là... Je vise ses points sensibles du coup, et pif, pif, pam, boum, il tombe sur le sol, mais voilà, comme un arbre, et il est mort. Et je suis vraiment content, je l'ai assassiné comme un ninja pro, quoi, j'ai pas fait de coup ni rien. Donc c'est assez cool, il est mort, voilà. Donc je sors de la forêt du duel avec son cadavre pour prouver donc aux barbares que je l'ai eu. Donc c'est le code d'honneur, ils me laissent passer. Donc là c'était ma première rencontre dans les plaines, quoi. Donc un moment fort sympathique et très très action, ça me faisait, tu sais, j'avais du synthwave en arrière-plan, très action, donc j'étais à fond dans les films des années 80, quoi. C'était vraiment un moment amusant à lire. En plus, t'as eu de la chance qu'il y a 2 dessins pour cet antagoniste. Je l'ai pas vu, mais j'ai regardé le dessin, il apparaît 2 fois en dessin. Ah, cool, moi je sais pas, tiens, moi j'ai eu le dessin d'Eguchi où il a un peu de 3/4 avec la vallée derrière lui et il se présente, les bras croisés, on voit bien que c'est un guerrier qui rigole pas, hein, ça fait très samouraï errant, il a son katana, son tonto, il a son arc avec des flèches, tu vois qu'il a pas mal de petits accessoires de combat sur lui, le mec, disons qu'il est équipé pour le duel, quoi, dans les plaines, donc ça faisait vraiment le professionnel. Il y a un autre dessin où il tourne sur Nunchaku, donc c'est peut-être quand tu le combats plus directement, quoi. Mais en fait, oui, c'est des dessins qui sont réussis, ouais. On n'a pas parlé des dessins intérieurs, mais on était un peu déçus, ouais.
Ah moi, oui, on n'a pas parlé de ça encore, mais ouais, si tu veux faire la petite parenthèse, moi j'étais assez déçu des dessins intérieurs. Alors je ne critique pas les talents, bien sûr, de notre illustrateur, mais c'est juste que je trouve que la sélection des plans ou des cadrages, je les trouve peu effectifs pour démontrer l'univers de l'orbe, et je trouve que c'est à du gâchis, quoi. Je suis assez déçu. Si on me demande qu'est-ce que t'en penses, moi je dirais médiocre, ça va quoi. Disons qu'esthétiquement ça passe, il y a du niveau, mais après en visuel, pour le monde d'Orbe qui est fantastique, hein. Le monde d'Orbe pour moi c'est carrément un monde comme Ravenloft, on dirait un monde des royaumes oubliés de Donjons et Dragons, quoi. C'est super, il y a tellement de choses, et d'ailleurs j'en reparlerai plus tard, mais il y a pas mal de clins d'œil à Donjons et Dragons, hein. Franchement il y a des trucs, je me suis dit mais putain, mais on est vraiment dans un monde de D&D quoi. Mais ouais, sinon déçu. Toi je sais que t'étais un peu plus positif que moi Fred, non? Oui, moi j'ai trouvé que c'était comme de bonne facture. En fait, j'ai trouvé bon, le caractère design était parfois un peu foiré. J'ai trouvé que des fois les références étaient un peu trop médiévales et moins heroic fantasy. Mais j'ai trouvé quand même il y a certains dessins qui fonctionnaient bien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop de représentation du monde. On a des jolies descriptions dans les textes et les dessins sont toujours sur des cadrages plutôt serrés. Et puis il y a beaucoup de personnages qui ont droit à 2-3 dessins. Et c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de diversité. Moi, je les ai trouvés quand même de bonne facture. Après, je me suis pas attardé plus que ça, mais je trouve qu'il y en a quand même 2-3 qui fonctionnent, mais qui sont pas réalisés avec le talent, oui, qu'on peut connaître de nos chouchous. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé quand même, hein, faut le dire. Ah, bah, c'est cool. Alors justement, en parlant de s'y retrouver, dis-moi, toi, une de tes rencontres sur le chemin long. Oui, alors donc moi je me rends à Thor, qui est la ville qui est juste avant la vallée, donc je rencontre Glevas, il est content de me revoir, et lui il me met en garde contre les cités des dangers, il me dit qu'il y a 2 cités dans cette vallée des rois liches, donc deux qui sont tenues par 2 despotes, il y a la cité des murs de l'ombre et celle des ruines de la damnation. Donc c'est tellement dangereux qu'il m'accompagne. Je fais tiens, c'est cool une aventure, il y a un mec qui nous accompagne. Bon bref, je le suis un peu, c'est lui mon guide, donc on va au plus court, on va dans une espèce de sombre forêt. Bon, il y a une attaque de léopard, tout se passe bien, tout ça. Et en fin de compte, moi, je fais des cauchemars. La nuit, ça va pas très bien. J'ai une espèce de sourde angoisse qui monte. Pour un ninja, pour un assassin, ça la fout mal. Et donc, en fait, j'ai carrément une vision d'un démon qui s'envole d'un chaudron de la cité de 10, et que ce démon est à ma recherche. Il me suit dans la nuit et c'est moi qui veux, quoi. Et en fin de compte, autour d'un faux de camp, en fait, il apparaît sous une espèce de forme un peu au début éthérée, il commence un peu à apparaître en miniature, et je suis au début on combat avec Glevas, mais on se rend compte que ça sert à rien, et en fait faut le combattre dans le royaume éthéré. Donc en fait le royaume éthéré, normalement c'est un endroit où on va pour se régénérer, pour méditer. Il y a aussi des dieux, et il y a toute une cosmologie dans cet univers d'Orbe. Et en fait, on se rend dans le royaume éthéré, et on se rend compte qu'en fait, on est dans son royaume, et qu'en fait, la créature est encore plus puissante. Et on a 2 choix, ou bien aller aux Champs-Élysées, ou bien, au gros, aux portes du paradis. Donc déjà, si vous allez aux Champs-Élysées, vous mourrez empalé sur sur les portes du Champs-Élysées. Première mort, bon, bref, c'était assez poétique, visuel, j'ai pas bronché. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive devant la porte du paradis, il y a un beau dessin avec un chevalier en armure, qui est plutôt bienveillant avec nous, mais qui nous dit qu'on rentrera pas. Donc en fait, quand on est en train de fuir, et ce qui vient nous secousse, c'est Tigre. Tigre intervient et repousse ce démon, ce sombre Azazel. Et dès qu'en fait il le repousse et qu'il le tue, on est libéré d'une espèce d'angoisse, et il nous donne un nom. Alors, avant de le tuer, Tigre nous donne un nom qui s'appelle Landimion. Je sais pas trop ce que ça veut dire. D'ailleurs, je me rends compte que dans l'aventure, ça m'a pas servi, donc tiens, j'y repense là. Bon bref. Et donc après, il y a tout un chemin qui se fait avec Glevas pour se rendre le plus rapidement possible à Earthmoon, tout en évitant tous les dangers de cette vallée. Et donc en fait, on se rapproche de la cité de l'ombre, en fait, où il y a un camp d'esclaves, donc on arrive à se faufiler dedans, on évite les gardes et tout ça. Et en fin de compte, à un moment, donc moi en fait, on se cache sous une tente d'esclaves. En fait, il y a une esclave qui intervient. Et un peu pris de pitié, on dit qu'on va l'aider à s'enfuir, parce que le lendemain, elle doit être sacrifiée au roi Lich. Et en fin de compte, elle est tellement contente, elle nous donne un objet, un médaillon avec les cheveux d'une sainte dedans, quelqu'un qui n'a jamais menti. Mais ce qui est assez marrant dans l'aventure, c'est qu'en fait, bon, Glevas, notre guide et pote, il est pas trop pour, il nous dit que ça va nous ralentir. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que ce personnage-là meurt juste après. Donc en fait, on la sauve,
Et en fait, elle meurt juste après. Parce que je sais pas si toi, t'as eu ça, mais en fait, on te parle d'une espèce de compagnie des spectres. Est-ce que ça te parle? Non, carrément. Là, je t'écoute en silence parce que je suis vraiment surpris de la différence qu'on a de la trajectoire jusqu'à Earthmoon. Hein. Ouais, donc en fait, après, oui, on nous parle d'une espèce de compagnie des spectres qui sont les suivants du roi Ave, qui est une espèce de roi zombie liche nécromant qui règne sur une des deux cités. Et en fin de compte, on tombe sur eux. Donc en fait, à ce moment-là, d'un simple toucher, ils nous tuent. Et donc la fille meurt à ce moment-là. Et nous, c'est grâce à une fiole d'eau bénite et le talisman que la fille m'avait remis, que je lui repousse. Lui, mon acolyte Glevas lui récite un chant, une incantation pour faire pourrir un des spectres. Et en fait, le quatrième s'enfuit. Et en fin de compte, après, on passe notre temps à nous enfuir devant le reste des spectres qui nous poursuivent. Et on passe une ligne de pierre effondrée et il dépasse pas cette ligne. Il nous laisse partir. Donc au début, oui, il y a toute une espèce de... bon. Quand je te parle de ça, la compagnie des spectres, en fait, c'est les Nazgûl un peu. Ah ouais, j'hallucine. Hein. Ouais, ouais, c'est fou, là. Et tout ça, c'est ce que t'as eu, Là, je savais même pas, il est question d'une liche et tout, hein. Je savais pas. Oui, en fait, il y a deux cités, où j'ai un peu sapé celle avec les champs où on se cache et tout ça, mais en fait, on doit éviter ces deux cités qui sont des cités dangereuses. Et en fin de compte, il y a une espèce de spectre il y a un démon qui nous poursuit qui nous vient nous chercher dans une forêt. Et ensuite, après, on est poursuivi par les Nazgûl, la compagnie des spectres. Waouh! Oh putain, Fred, c'est fou. Et voilà, c'est juste que dès qu'on sort de la vallée des Rois Liches qui s'arrête. Donc voilà, et là, on se rapproche du Rift. Et c'est là qu'en fait, Glevas me quitte. Voilà. Ok, bon, t'arrives au Rift. Ok, moi, il m'est arrivé encore quelques trucs avant d'arriver au Rift, hein. Bah, je m'en doute parce que en fait, j'ai quand même fait un grand chemin. J'ai dit que mon aventure était déjà assez épique à ce moment-là. Hein. Ouais. Ah bah déjà, rien que on peut le dire aux auditeurs, l'usurpateur d'Earthmoon, c'est un gros livre. Hein. C'est un gros livre dont vous êtes lu. Vous allez lire beaucoup plus de paragraphes que d'habitude. Hein. Il se passe pas mal de choses. Ce qui est cool. Ça fait toujours plaisir quand il y a un peu plus de lecture. Et puis c'est le côté très J.H. Brennan, hein, c'est des paragraphes très très longs. Hein. Fred, il y en a souvent qui font une page complète. On est rarement dans les 30 mots, quoi. Il y a un peu de tout dans celui-ci, mais c'est vrai qu'il y a parfois des longs paragraphes. Ouais. Alors écoute, moi ce qui m'est arrivé après, ça va t'étonner là, prépare-toi. Donc après mon duel avec Eguchi, qui c'est que je rencontre sur un cheval qui parcourt les plaines? Honoric. Ah, déjà? Ouais, Honoric qui est là, qui passe dans les plaines, qui veut faire un duel. Alors moi je dis vas-y mec, si je peux t'éliminer dès le début du livre, ça fait plaisir. Donc il descend de son cheval, on se fait un duel. Et alors le duel, bien sûr, toute la narrative des règles de Jamie Thompson, hein, qui font vraiment plaisir à lire. Je me retrouve à le jeter à travers une vallée, puis lui il me repousse, il me jette. Et en fait, on est tous les deux tombés d'une colline, quelque chose comme ça. Et finalement, si j'ai le talent d'observation des pièges, je peux l'utiliser. Je regarde et en fait, je vois qu'il s'est pris le pied dans une lanière où il y avait une question comme ça où il peut se prendre les pieds dans une lanière si je bouge pas. Donc s'il vient vers moi. Honori qui se prend le pied dedans, il se casse la gueule, il fait tomber sa bourse. Bon là, il décide. Je crois que c'est nous qui décidons de s'enfuir. On en profite parce qu'il y a son armée qui arrive. Donc voilà, je prends mes jambes à mon cou et je m'enfuis en prenant sa bourse qui me donne des objets. Et voilà quoi. Encore une fois, j'ai pu rencontrer Honoric, mais j'ai réussi à m'en sortir vivant et même à lui donner pas mal de coups. Fred, tu me disais justement Honoric, c'est un petit peu le personnage qui apparaît constamment dans les volumes. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'ennemi récurrent. C'est un peu comme dans la saga d'Elric, là, son magicien, la Teleb Karna, je crois que ça s'appelle, qui s'amuse à vouloir le défier et qui, en fait, se prend tout le temps des rousses. Et ouais, non, mais en fait, il revient tout le temps pour l'instant. Et en fin de compte, on nous en parle au début de l'aventure, mais c'est pas du tout le but de l'aventure. Donc, moi, je me suis tapé un archidémon, toi, tu te tapes Honoric, quoi. Ah, c'est pas fini, hein, avant que j'arrive sur la voie du Rift, parce qu'en y allant, donc je me dirige vers le temple de la Toute-Mère, qui est à proximité du Rift. Et je m'arrête justement le soir pour me reposer. Je trouve une grotte remplie de sable assez douce pour me coucher. Et là, je fais un rêve. Donc j'ai un rêve aussi un peu comme le tien, où je survole la cité d'Earthmoon. Et là, je rencontre en fait le temple où se trouve l'usurpateur avec son trône. Mais il y a un golem.
Et le golem, il me repousse, et au point où justement j'ai l'impression qu'il est vivant. Et ça me réveille, donc sursaut de cauchemar, et je me rends compte en fait que j'ai dormi plusieurs jours, tellement que j'étais crevé. Donc je décide, je gagne des points d'endurance, je crois que j'en gagnais 2 ou 4, un truc comme ça. Je reprends la route, et là en fait je remarque que le golem existe vraiment, Fred, et il est à mes trousses, il se présente vers moi, et il arrive... Donc, je commence à lui donner des coups. Alors, j'évite, c'est un golem, j'évite de lui faire des croche-pattes ou autres. Donc, des coups de pied volants ou des choses comme ça, histoire qu'il peut pas me choper. J'arrive à l'assommer un petit peu, mais je me rends compte que je suis pas prêt de le battre, quoi. Et finalement, il faut que je trouve une façon secondaire de le tuer. Donc, je m'enfuis, je passe plus loin, et en fait, je remarque qu'il marche lentement. C'est un peu le zombie. C'est le golem qui te poursuit jusqu'à ta mort, et ça me faisait penser au film It Follows, voilà, un peu ce genre d'ennemi qui va te poursuivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu meurs. Je dis ok, je suis fucked. Donc je vais au temple où je prie pour la toute mère qui me dit justement, me donne un indice comme quoi il faut aller vers le rift, et je lui dis tiens, c'est une bonne idée en fait, Fred, si je l'approche du rift et je le jette dedans. Oui. C'est une fausse. Voilà. Ouais, donc c'est ce que je fais, je m'approche du rift, il arrive, je l'attends patiemment parce que j'avais plusieurs heures d'avance sur lui, et là je fais mon double coup de pied volant, hein, qui s'appelle le... comment ça s'appelle le cheval ailé. Ah non, c'est l'autre. C'est le cheval ailé, ouais, que j'ai fait. Et voilà, il perd l'équilibre et il tombe dans le rift. Et là, je me suis débarrassé du golem. Et c'est bien fait parce que Marx, et comment il nous écrit ça, Mark Smith, il nous donne le doute constamment. Donc, Ninja se pose toujours la question, est-ce qu'il est fini le golem? Il nous dit souvent qu'on se tourne derrière nous, qu'on se réveille un matin, on observe s'il y a le golem. On sent vraiment ce côté PTSD en fait de la poursuite du golem, quoi. J'ai trouvé ça assez cool comme détail à l'écriture. Bah, ça me rappelle une scène du deuxième où, le premier se finit sur la cité le donjon qui explose et on doit fuir la cité. Et en fait, moi j'étais poursuivi par des chiens et c'était pareil. T'avais plein de paragraphes où tu disais est-ce que tu retournes en arrière, est-ce que tu attends, est-ce que tu montes sur un arbre, est-ce que tu te retournes pour les battre. Et t'avais plein de paragraphes de poursuite jusqu'à ce qu'arriver à un lac où tu pouvais les semer, quoi. Et ouais, donc ça me rappelle un peu ce passage-là, mais là encore en mieux parce que bon, un golem c'est quand même plus impressionnant que. Puis c'est marrant de dire que tu dois attendre plusieurs heures au rift avant que le truc il arrive. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais, il nous dit qu'on attend justement un moment avant qu'il arrive, qu'on a le temps de méditer, on a le temps de se poser, de se préparer son attaque. Et c'est pas fini, Fred, je suis toujours pas arrivé à Earthmoon, j'ai encore fait une quatrième rencontre. Je pense que si t'es au rift, on a peut-être fait la même rencontre, qui est l'espèce qui est Doré, le chevalier d'or, non? Ouais, Doré, le chevalier d'or, en gros, c'est un paladin, quoi. C'est le mec qui sort direct de l'univers d'Heroic Fantasy. Justement, parle-moi de toi, de ta rencontre avec Doré. De notre rencontre, même. En fait, on le voit dans son armure. En fait, moi, il était là, j'attendais je faisais rien, j'ai plusieurs paragraphes où j'attendais que c'est lui qui prenne l'initiative. Donc, au bout d'un moment, il se présente. En fin de compte, il dit c'est vrai. Ouais, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai, il y a un détail dans l'écriture, c'est que d'abord il arrive à cheval, on peut choisir d'attendre ou de dire quelque chose, d'attaquer, puis après il descend de son cheval, on peut dire encore quelque chose ou attendre, et puis après il y a un troisième choix où enfin là il nous adresse la parole et on peut répondre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette façon de jouer notre personnage, quoi, avec toutes ces options. Bon, en gros, lui, il se la pète un peu, quoi. Il dit qu'en gros, lui, il vient ici, tous les ans, il vient ici quelques temps, parce qu'il attend qu'il y ait des orques, parce qu'en fait, le rift, c'est une espèce de brèche, c'est la brèche du mal sur ce monde-là, donc il y a des créatures, surtout des orques qui en sortent. Donc lui, il attend à proximité pour tuer de l'orque, comme ça, ils viendront pas piller les villages, quoi. Donc on sait pas trop s'il est complètement fou ou pas. Et donc, en fait, le mec, faut réussir à on parle beaucoup de théologie, en fait, on compare les bienfaits des différents dieux. Et donc, moi, il m'accompagne... il nous questionne sur quoi, là? Il n'hésite pas à nous questionner sur son comment dire, sa philosophie. En fait, on peut aussi lui mentir, se présenter sous une fausse identité ou pas, tout ça. Bon, moi, je décide de dire la vérité. Donc, il nous interroge sur Cohen. Et bon, moi, je pense que mes réponses l'ont déçu, parce qu'au bout d'un moment, il dit, j'étais content de te voir, mais bon, en gros, mon devoir m'attend, je vais aller buter de l'orque, quoi. Donc il m'accompagne pas jusqu'à Earthmoon. Ah merde, t'as dû rater une question alors, parce que moi justement... Ouais, j'ai dû rater une question, pourtant pour moi mes réponses étaient mesurées et gentilles, mais bon... ouais.
il y a un moment, justement, il me dit, il comprenait pas, il argumentait un petit peu contre la doctrine de Quan, et je lui avais dit justement une phrase clé qui est Quan garantit aussi bien la loi que le bien. Et je sais que ça lui avait plu, et on est arrivé justement aux portes de Earthmoon, et je sens que je vais le retrouver, mais ça s'est bien passé, quoi, toute la balade ensemble, et il m'a dit à bientôt, justement il retourne buter de l'orque, mais que ce fut un plaisir, quoi. Ouais, donc moi, non, dernière question sur Quan, et ça lui a pas plu, il est reparti. Non, c'est pas de ce niveau-là, mais franchement, les différences étaient subtiles, hein, parce que ça arrive après qu'on ait d'autres rencontres aussi avec des dialogues à faire, et c'est vrai que des fois, bon, les réponses, la mauvaise ou la bonne, franchement, c'est difficile de savoir. Bon, il y en a qui sont plus évidentes, mais je trouvais que celle-ci était pas évidente, entre guillemets. Mais tant mieux, mais c'était vraiment, parce que c'était vraiment de la théologie pure, hein, en plus. C'était vraiment, ouais, assez, c'était cool, hein. C'était assez chiant. Ça faisait plaisir à lire, quoi. C'était vraiment sympa comme proposition de dialogue. Surtout, mec, mon point de vue, moi, c'est que je me suis tapé combat contre comment il s'appelle, le ninja, là, guerrier, Eigichi. Après, je me fais un combat contre Honorik. Puis après, je me fais un combat contre un golem. Et j'ai trouvé ça sympa que ma 4e rencontre, c'était justement un moment de dialogue. Et au lieu que ça soit un combat de force, c'était plutôt un combat du mental. Oui, c'est ça, du verbe, on pourrait dire. Du verbe, le combat du verbe, ou du ver, le combat du ver. Dans le rift, nous plongeons, Fred. Alors, en parlant de rift, on le dépasse et on arrive à Earthmoon. Alors, Earthmoon, très très grande ville avec pas mal de choses à faire. Fred, vas-y, fais-nous l'introduction que j'ai trouvé vraiment chouette, le fait de rencontrer le suprême grand maître et justement qui nous dit un petit peu qu'on va avoir plein de petites quêtes à réussir. Oui, en fait, c'est ça. Donc, en fait, le but, c'est d'arriver assez rapidement dans le temple de nos dieux, donc le temple de Quan, qui se trouve dans le jardin, dans le parc, en fait, route. Donc, on a un peu des scènes, on voit qu'il y a une espèce d'ambiance bizarre, donc personne ne semble aimer l'usurpateur. Donc, dans le temple, on discute avec le grand maître, mais bien sûr, lui, il peut pas faire grand-chose. Le pouvoir est en place, ils sont pas assez nombreux pour renverser le pouvoir. Bon, le gros problème, c'est qu'en fait, il y a des impôts qui sont levés, que les gens peuvent pas s'en produire s'ils font pas partie de des Némésis, là, le dieu Némésis, qui est le dieu du mal, donc vous voyez un peu le topo. Donc en gros, il nous explique un peu les forces en présence, qu'il y a donc le temple de Némésis qui dirige, donc c'est pas une bonne chose que c'est un temple du mal. Il y a le temple du temps, qui est un peu comme la Suisse, qui est neutre, donc en fin de compte, pour eux, le souverain actuel, que ce qu'il soit actuel, que celui d'avant, celui pour eux, ça change rien, le temps, c'est le temps, et c'est le truc le plus puissant. Il y a aussi un truc assez particulier pour eux, le temple du temps, c'est qu'ils sont pas du tout taxés en fait par l'usurpateur d'Earthmoon. Il faut aussi dire que l'usurpateur est les citoyens qui croient en Quan et qui justement les pend leurs cadavres abattus et envoyés à souffrir, qui sont exposés dans les rues un peu sur des cages ou des grandes roues comme il y a une des illustrations. Donc on sent tout de suite que la ville est complètement régnée par une peur horrible, de force du usurpeur, et que justement c'est bizarre, il a épargné le temple du temps de taxes, mais aussi il bénéficie de privilèges par l'usurpateur. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, moi, que le temple du temps ait autant d'avantages. Parce qu'en fait, comme ils s'intéressent pas du tout à la politique de la cité, pour eux, c'est même pas une menace. De toute façon, quoi qu'il se passe, ils agiront pas, ils feront rien. Donc entre guillemets, c'est juste que voilà. Après, oui, donc ça, c'est un des pouvoirs en présence qui est là un peu par. Bon, ça, c'est pas vraiment un pouvoir, mais en tout cas, ils ont plus de, comme tu dis, ils ont plus de droits que les autres personnes. Et en fait, dès qu'il y a des temples d'autres divinités ou des temples de divinités du bien, en fait, ils sont un peu opprimés, comme tu disais. Donc il y a aussi les marchands qui ont réussi à tirer des bienfaits de la présence de l'usurpateur. Donc eux, ils sont bien prospères, la guilde des marchands. Et en fait, ce qui est aussi, il y a une spécificité à la ville qui est historique, qui est le culte de Dama, qui est une divinité en fait, qui est en fait là pour cette ville-là. En fait, c'était l'armée qui s'occupait de garder les portes de la ville, donc qui est toujours en place, et en fait qui est un peu entre guillemets qui est lié à notre famille, qui est lié à notre passé, parce que c'est la cité, c'est notre cité, donc ils ont été créés avec la cité. Donc eux, en fait, c'est des gens qui pourraient être facilement, entre guillemets, qui partagent les mêmes idéaux qu'on partage nous, et qui connaissent surtout, qu'on connu notre père. Donc ça, en fait, c'est un peu une faction alliée dans cette ville. Et bien sûr, ceux qui sont les plus nombreux, ce sont les serfs, les esclaves, qui sont méprisés et qui sont pressés au maximum, quoi. Et donc, c'est un peu l'ambiance dans cette ville-là. Et donc, en fait, comme on vous disait, nous, on est venus ici pour renverser le pouvoir.
Et en fin de compte, un simple assassinat ne suffit pas. Il faut vraiment renverser la ville, prendre le pouvoir de la ville. Donc en fait, faire une révolution. Donc on est en train de savoir comment on va procéder. Ouais, il y a plusieurs choses à faire, hein, c'est ça, donc les 4 objectifs. Écoute Fred, j'ai trouvé ça assez sympa, donc moi pour résumer un petit peu rapido, ça, quand j'étais voir les palaches du temple de Dama, donc j'ai rencontré leur chef, et justement je leur ai dit que si c'est moi qui deviens l'usurpateur d'Earthmoon. Enfin, Non, tu seras pas l'usurpateur, toi, tu seras le légitime, toi. Ouais, je serai le légitime. Donc, une fois que j'aurai usurpé le trône d'Earthmoon, bref, quand on sera le seigneur, voilà, qu'on fera régner la loi de Kwon, que les choses seront mises en ordre, et que, bien sûr, le bien triomphera sur le mal, ce qui lui a absolument plu à la chef, une paladin assez balèze. Et donc, elle m'a donné justement une petite statue de Dama, et elle m'a dit voilà que de compter sur son armée qui sont énormément de soldats dans la ville et qui seront là une fois qu'il y aura le soulèvement contre le chef d'Earthmoon, quoi. Donc voilà, contre le souverain, pour le remplacer. Et donc ça c'était assez cool. Quand je suis allé voir les citoyens de la ville, justement j'ai demandé au suprême grand maître de les rallier, de causer au public. Et voilà, bien sûr, de rallier les citoyens contre le gouvernement. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, il y a les soldats de... Comment il s'appelle notre ennemi déjà? J'oublie tout son... Aegis Astaroth. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, ils s'appellent l'usurpateur d'Earthmoon pendant tout le livre, sauf à la fin. Sauf à la fin. Donc, l'usurpateur, voilà, et ils sont tous contre lui. Il y a ces soldats qui arrivent pour calmer la foule, mais voilà, la foule, elle s'excite encore plus, ce qui est parfait. Donc voilà, il nous dit que, bon, bah, je crois que t'as les paladins, maintenant t'as le peuple avec toi. Je me rends voir les marchands. Et là, je rencontre vraiment le cliché du capitalisme de connard, quoi, qui s'appelle Goldspial, qui me fait bien comprendre, bah, écoute, s'il y a de la thune, ok, sinon, je vois pas trop la différence, on est bien, quoi, nous, on se fait du blé. Et qui essaie justement de me graisser la patte, qui essaie d'être sympa, et je me dis, écoute, toi, t'es largement remplaçable, quoi. En même temps, il nous propose son bras droit, qui sont... une armée en fait de mercenaires, ce qui peut être bien pratique, hein, parce que si je peux ajouter des Chuck Norris, des Steven Seagal et des Van Damme et des Schwarzy à mon équipe... ça va faire mal, ouais. Mercenaires, ouais. Voilà, quoi, je veux dire, je sais, il y en a qui se diront, pourquoi t'as choisi Steven Seagal? Bah écoute... il fait partie de la... Mickey, quoi. Mickey, quoi. Enfin bref, ouais, donc voilà, c'est pas mal. Et moi, le temple du temps, je m'en suis pas mêlé. Je me suis dit, tu sais quoi, les mecs qui sont trop neutres comme ça, mais ils sont pas vraiment neutres, hein, parce qu'ils sont pas taxés et en même temps ils bénéficient des premiums de l'usurpeur, que je me dis bon, ça sent les pourris, il y a quelque chose de pas net, donc je m'en mêle pas, quoi. Je laisse le 4e traîner. Mais voilà, donc j'ai réussi à me rallier tous ces gens-là. Donc en gros, si je calcule bien, j'ai les femmes paladins, j'ai l'armée de samouraïs qui arrive bientôt, j'ai l'équipe de mercenaires de Chuck Norris, peut-être, hein, qui sont à mes côtés, plus le peuple. Je me dis, ok, bon, maintenant il me suffit de trancher la gorge à l'usurpeur. Bah en fait, ouais, c'est ça, le signe de ralliement, ça sera de baisser l'étendard de l'usurpateur et voilà, de baisser l'étendard du haut du donjon. Donc ça sera le signe pour que les hostilités commencent. Et donc moi j'ai même pas pris le temps d'aller voir les marchands, je pensais que ça servait à rien. Mais bon, c'est vrai que en fait ça sert pas à grand chose, mais ça te permet juste d'avoir un peu plus de background, d'historique de la ville. Tu verras à la fin, parce qu'ils apparaissent, l'équipe de mercenaires Chuck Norris. Ouais, mais ils apparaissent, moi je les ai pas rencontrés, ils sont quand même apparus dans mon camp. Donc là, j'ai rien fait pour qu'ils apparaissent dans mon camp, ils étaient dans... Ouais, donc c'est pour ça que je dis ça change pas grand chose en fait. Ah merde. Bon bah tant pis pour ma gueule, que je me fais chier pour rien. Mais moi ce que je me souviens juste, c'est qu'en fait avant d'aller voir tous les contacts, on fait un petit tour des auberges de la ville. Je sais pas si t'as pris le temps, et en fait il y en a on t'en propose 4. Il y en a une qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait il y a celle où de la confrérie donc des méchants là de Nemesis, ils sont tous de Nemesis là-dedans, puis on peut faire une partie d'échecs. Et les mecs en fait nous causent parce qu'en fait on sent qu'il y a une espèce de même ici le climat, quand en fait il y a beaucoup de gens, ils sont de cette secte là juste pour être tranquilles et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas forcément adeptes comme on peut l'entendre, mais quand même ils nous questionnent, et si on donne pas les bonnes réponses, ça peut être une fin assez rapidement. Moi je me suis fait avoir, et donc non, c'était des scènes qui pouvaient être sympas, un peu truculentes, on rencontrait des personnages sympas, et ça permettait vraiment de prendre le pouls de la ville. Donc tout ça fait, donc après en fait il ne reste plus qu'à
qu'à rentrer dans la forteresse et tuer l'usurpateur. Enfin, compte là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a un espèce de voyant qui nous a dit comment faire, par où passer, et qu'est-ce qu'il fallait récupérer. Et donc, en fait, on a le mode d'emploi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il faut aller dans les cimetières, il faut trouver une fameuse tombe pour entrer à l'intérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, il faut essayer de trouver justement un anneau magique qui nous aidera à attaquer et d'abattre l'usurpateur. Donc voilà, on est parti. Alors, c'était le passage, c'est la salle du... je me souviens plus, mais il faut trouver un tombeau spécifique. Alors, vas-y, on le trouve, quoi. On passe la torche, on est dans le cliché de l'Heroic Fantasy, toujours sympa à lire et à vivre. On rentre à l'intérieur, et mon premier combat, moi, c'était contre quelqu'un qui se disait être de la guilde des voleurs, la guilde des marchands, et qui s'appelle Golspiel. Enfin, de la guilde des marchands qui travaillait avec Golspiel. Je lui dis, tiens, je le connais, toi. Est-ce que Golspiel, il envoie pour nous acheter? Et finalement, je me rends compte que c'est un piège, parce que le mec, il commence à se transformer, et ça devient un loup-garou. Fred, tu l'as rencontré, lui aussi? Ah non, moi, dans les catacombes, c'est pas lui. Moi, je suis tombé sur 3 trolls des cavernes. Voilà. Ah bah, je les ai eus après, moi, j'ai pas eu de bol, décidément. Je crois que je les ai eus parce que j'ai rencontré Golspiel, qui m'a envoyé un assassin, je pense. Donc, et ce qui est marrant, moi, c'est que je me suis fait mordre pendant le combat, et si je me fais mordre, le livre me dit, une fois que vous l'avez abattu, si vous êtes fait toucher, allez à ce paragraphe-là. Et finalement, mec, j'ai attrapé le virus de lycanthropie. Ah, donc, la je suis lycanthropie devenu... Oh putain, Ouais, tu te fous ma gueule, je suis devenu... C'est une blague, ça existe pas. Je suis devenu un loup-garou, mec. Bon, arrête. Donc je pense que ça va être dans les prochains volumes. Mais non, mais là, t'as changé de paradigme, comme on dit. Là, c'est même plus le ninja, là, c'est le ninja loup-garou. Il faut qu'ils arrêtent. Non, mais mec, c'est encore mieux que le ninja. Je suis le ninja. Moi, non seulement je suis stealth, mais à la nuit, je deviens une bête d'attaque incroyable. Bon, bref. Attends, ouais, je suis devenu loup-garou, quoi. Ah, t'as pas les bonus. Ils te disent juste qu'un jour, ils diront t'es loup-garou, et puis tu vas tout défoncer, quoi. Oh, mais comment ça se fait que juste le fait d'aller voir les marchands, ça donne ça? Mais je suis dégoûté. Ah, voilà, bref. Avec le lotus, ouais, c'était une fleur de lotus, je crois que c'est ça, lotus blanc. Bref, alors voilà. Donc, c'est eux qui te donnent la fleur jaune. Parce que plusieurs fois, me demandaient est-ce que vous avez une fleur jaune? Je fais bah non, j'ai pas de fleur jaune. Ah, oui, c'est ça, une fleur de lotus, j'ai oublié exactement comment ça s'appelait, ouais. Bah écoute, moi voilà, j'ai eu mon combat de loup-garou, je suis devenu werewolf. Alors toi, vas-y, raconte-moi comment t'as géré les 3 trolls. Bah simple, en fait, j'ai les joué discrètes, j'ai jeté de la poudre éclair dans le feu, comme ça les a aveuglés. J'ai pu me mettre dans un endroit où en fait ils pouvaient passer que un par un. Et là en fait il y a le plus costaud qui est arrivé, et puis là je lui fais ma nouvelle technique, le Jugu là, point vitaux. Un seul coup de pied, un coup d'orteil dans la paume d'Adam, il s'est écroulé de tout son long, et comme ils ont vu que le plus costaud s'est fait défoncer en un coup, bah ils me laissent partir. Voilà. Et en fait, après, je tombe sur une salle secrète, et c'est là, en fait, qu'est le tombeau. Et en fait, c'est là que faut traverser des flammes magiques qui nous obligent à dépenser un point de force intérieure pour ma part. Et c'est là qu'on récupère l'anneau qui va nous aider. Cool. Moi, j'ai bu une potion justement que j'avais récupérée. Je crois que c'était justement dans le sac de Noric. Ouais, c'était dans le sac de Noric. J'avais une potion en fait que j'ai pu consommer qui me protège en fait contre les flammes qui brûlent que l'esprit, l'âme. Et donc j'ai pu récupérer justement l'anneau d'or orné de rubis. Moi, j'ai récupéré aussi, mais j'ai dû dépenser un point de force intérieure à cause de la douleur. Bon, j'ai pas perdu de point de vie, mais oui, c'était une phase un peu délicate. Et en fait, après, c'était très Indiana Jones et la dernière croisade. Hein. Oui, ouais, c'est une référence qui revient souvent dans les années 80. Et c'est vrai qu'après, il y a une porte. Je crois qu'on est obligé de passer par une porte en chaîne. Ouais, oui, là où il y a le Mindfrayer, en gros. Je sais pas si tu connais ce monstre. Ouais, non, mais là, ils l'ont nommé le vieux. En fait, c'est une race ancienne. C'est le chef des démons qui est au service du mal. Donc, c'est une race innommable. Et puis d'ailleurs, moi, c'est un Mindfrayer. Alors, ceux qui jouent à Donjons et Dragons, ou qui vous connaissez les anciennes éditions, le Mindfrayer, c'est ce monstre avec une tête de l'appel de Toulouse, avec des tentacules au niveau du menton. Et ils sont connus parce qu'ils ont plein de sortilèges hypnotiques et contrôle de l'âme et de l'esprit. Justement, on fait un énorme duel de l'esprit contre lui. Et moi, j'ai dû dépenser 2 points de force mentale pour arriver à bout de ces sortilèges. Mais là, encore une fois, Fred, tu vois, je reviens à ce que je disais au début, que le monde d'Orbe, en fait, c'est l'un des mondes de l'univers de Donjons et Dragons. Et là, tu vois, on voit un paladin qui combat des orques qui sort du portail. Et puis maintenant, on rencontre un Mindfrayer. Je suis absolument sûr et certain maintenant que Mark Smith nous le dit pas, mais le monde d'Orbe fait partie de Donjons et Dragons.
Donc, bref, je résiste à avec ma force intérieure, à ses attaques mentales, et à la fin, il nous envoie carrément un double de nous. Mais bien sûr, il faut pas, comment dire, il faut pas tomber dans le piège. Ce n'est qu'une illusion. Voilà, donc je fonce sur lui, et puis il disparaît encore une fois. Alors je me demande, est-ce que ça va être comme Honoric, est-ce qu'on va le retrouver plus tard? Le futur Honoric. Il y a un jour, ils sont tous les deux ensemble en train de parler sur nous, on aura les oreilles qui siffleront, tu vas voir. Ah, je te jure, quoi. Et donc voilà, après ça nous amène donc dans la salle du trône. Fred, ça y est, on est en face de l'usurpateur qui se présente en tant que Astaroth. En fait, nous, on sait juste que c'est l'usurpateur, c'est un peu, entre guillemets, une légende, donc on arrive dans la salle du trône, il est seul, là il se retourne, on voit son regard glacé, et en fin de compte, son apparence humaine dure une seconde, parce qu'en fait, il se transforme en archidémon, en duc des enfers. La couverture. Astaroth, la bestialité personnifiée. Donc là, on emmène pas large, et donc en fait, là, le combat débute. Et là, en fin de compte, au bout de 2 assauts, en gros, il y a une pause. Il nous projette contre une statue, et là, il fait appel à un de ses sbires, qui est une espèce de centaure qui s'appelle le Faucheur. Le faucheur, ouais. Alors Fred, un truc, avant je vais retourner sur la première phase de ce combat, moi justement j'ai utilisé les fléchettes empoisonnées, et quand il est en forme humaine, il se présente, et justement je lui envoie une fléchette empoisonnée en plein dans le front, quoi. Et il perd déjà pas mal de points de vie, et ça l'énerve, et c'est là qu'il se transforme en monstre. Mais il crie de douleur et tout. Ah, tu sens que je l'ai déjà mis un coup critique avant que le combat commence. Sachant quand même en termes de jeu, nous au maximum on a 20 points de vie sur le maximum de top, et lui il a 33 points de vie quand même, donc on part déjà avec un handicap. 3D de 6 en dégâts, nous on fait un D de 6, donc le combat est chaud. Mon fléau de couenne, mon coup de pied Jean-Claude Van Damme m'a absolument sauvé, et qui était conseillé plusieurs fois dans les paragraphes. Hein. Ah oui, toi tu as dû le lire justement. Oui, il arrêtait pas d'apparaître, le fléau de code, merci. Ah ouais, désolé de te le rappeler, mais là, et c'est con qu'ils te proposent pas de l'apprendre au bout d'un moment, comme quoi tu trouves un parchemin, ou que ça revient, comme quoi c'est un bonus pour les 2 premiers livres, mais après il faut le filer aux joueurs, bref. Et là, c'est là, Fred, où on a, justement, il nous attaque plusieurs fois, même avec le faucheur, et heureusement qu'on a, justement, l'anneau qui était derrière les flammes sacrées, l'anneau orné de rubis, parce que ça protège énormément la défense, hein, c'est ça, de 5 à 10. Oui, en fait, non, c'est ça, c'est qu'en fait, dans ce jeu-là, pour porter un coup, faut faire supérieur à la défense de l'adversaire. En fait, la défense varie tout le temps en fonction du combat. Donc là, ils nous disent que normalement, c'est 6, mais comme on a l'anneau, en fait, ils ont au moins 4 à leur jet. Donc, pour nous toucher, en fait, il faut qu'ils fassent 11 ou 12, pratiquement. Donc ça, c'est vrai que ça sert bien. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est que, moi, je sais pas si tu l'as tué rapidement, mais en fin de compte, donc, t'as 2 assauts avec Astaroth, après, t'as le faucheur qui intervient, et après 2 assauts, t'as encore 2 autres démons gigantesques qui arrivent. Moi j'ai eu autre chose. Moi j'ai pas eu les 2 autres démons qui sont venus. Parce que qui c'est qui écrase la porte d'entrée de la salle du trône? Doré le jeune, le paladin, ouais, Doré le jeune, et le mec il commence à rentrer en berserk, enfin en paladin style, et il se fait les 2 d'un coup, quoi. Oh putain. Donc il se défonce le faucheur, il se fait quand même une bonne partie d'Astaroth, et moi ça me laisse justement le temps de rentrer dans le combat. À la fin il est plaqué par terre, et justement c'est à moi de reprendre la suite du combat. Et là, j'arrive justement à décrocher le coup final et à nous débarrasser d'Irsmoon, donc l'usurpateur. Et c'est la fin de lui. J'aide justement Doré le jeune à se relever. Et c'est marrant parce que c'est un fanatique, le mec. Il me dit, bon, qu'est-ce qui reste? Et il marche vers les portes et je lui dis, j'irai pas là, il y a 3 trolls de l'autre côté. Et il fait, il y a des trolls? Attends, je reviens plus tard, vas-y, je vais aller les défoncer. Donc il part se faire les trolls. Je me dis, mais s'il est arrivé dans le temple, comment il a fait pour passer devant les trolls, quoi? Bref. Donc Fred, on arrive à la fin parce que là toi j'ai envie d'entendre ta partie. Dis-moi, ouais. Ouais, parce que moi le combat s'est pas passé du tout de la même façon, et alors franchement je sais pas si entre guillemets sans le paladin et sans l'objet que j'avais moi, si c'est possible de remporter le combat, parce que c'est quand même super chaud. Et en fin de compte moi j'avais ils m'ont dit à un moment, est-ce que vous voulez utiliser une dague de cristal? Et moi c'est une dague que j'avais récupérée dans les parchemins de Ketshin. Et en fin de compte là le combat devient très rapide. T'as 4 adversaires, tu fais 4 tests de chance, si tu réussis ils sont morts. Et si tu foires, tu perds un certain nombre de points de vie selon les adversaires. Donc en gros, tu peux faire boum, 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 4 tests de chance réussis, et les 4 démons meurent, et ça y est, t'as réussi à tuer l'archidémon. Grâce à cette simple dague en cristal, quoi. Donc là, j'étais content, c'est un truc qui était dans mes possessions, mais franchement,
Même déjà avec ça, j'ai flirté avec les 0 points de vie, parce que quand il touchait, c'était 6 points de vie, 8 points de vie ou 10 points de vie. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Faut pas trop en louper de jet de chance. Et donc voilà, donc grâce à ça, je les ai tués, mais sans ça, c'était déjà Astaroth tout seul. Hein. Déjà Astaroth tout seul, c'est pratiquement impossible. Il te rajoute le faucheur qui est plus fort que toi. Ensuite, encore 2 autres démons. J'ai même pas vu leurs caractéristiques, parce que moi, je les ai combattus avec la dague, mais si t'as leurs caractéristiques, je pense qu'ils sont encore plus forts que toi. Donc en gros, t'as 4 ennemis plus forts que toi à tuer d'affilée. C'est pratiquement impossible. Et dans un monde parallèle, il y a Xav, le loup-garou ninja, avec le coup de pied de Van Damme qui se fait aider par le paladin. Ouais. Mais tu sais, toi, on dirait le mec qui a enclenché le cheat code. Ouais, en fait, mec, c'est ça, c'est le pouvoir du synthwave que je mets en arrière-plan, quoi. Je suis sûr que c'est ça qui me motive à faire les bons choix, quoi. Mais voilà, bref, ça nous amène vers la fin, hein. Donc une fois qu'on l'a bat, et justement, on arrive vers la fin de l'aventure, on monte la tour, on arrive vers le haut. Le livre nous dit même qu'il y a encore quelques gardes, et là, bon, à la plume, hein, Mark Smith ne fait pas faire de combat, c'est réglé tout de suite avec on les endort, hein, en prise de catch. On arrive vers le haut. Et donc là, voilà, on baisse l'étendard. La première chose qui se passe, c'est... comment il s'appelle Force Gwyneth, le paladin. Gwyneth, voilà, les palinches du temple d'Ama qui viennent nous aider, qui viennent justement défoncer les gardes. Après, il y a un moment assez sympa dans la description, c'est qu'il y a les mages qui sortent du temple du chaos et qui commencent à s'en prendre aux guerriers, mais c'est là où les citoyens arrivent et qui commencent ils s'en prennent plein la gueule par les mages, mais ils sont tellement nombreux que les mages se retrouvent justement tués un par un. Et submergés, ouais. Complètement submergé, ouais, bien dit, ouais, complètement submergés, ils se retrouvent justement à rebrousser chemin et repartir dans leur temple. Et à ce moment-là, il y a les mercenaires qui arrivent, oui. Et là, le vent tourne, les mercenaires. Le vent tourne, ouais. Mais il y a un moment à la fin où c'est assez chaud, justement, où les femmes paladins, elles sont un petit peu les palinches. Les paladins, justement, se font bien malgré qu'ils sont puissants et forts, il y a quand même un nombre spectaculaire et incroyable de la force des gardes. Et juste quand ils sont prêts à abandonner, c'est là où arrive notre armée de samouraïs à l'armure au rouge feu, comme ils décrivent comme le soleil, et qui viennent justement les aider dans la bataille. Donc les samouraïs de Kinaba et l'armure rouge, voilà. Et puis ça y est, c'est la fin. Hein. C'est la fin de l'aventure. Nous avons réussi à détrôner le démon Astaroth. Et puis voilà, on est placé sur le temple. On est placé sur le trône. On est couronné justement par les gens du peuple, hein, nos ministres, ou je sais pas qui ça va être, nos scribes. Et voilà, c'est bien parce que l'écrivain nous dit bien, Mark Smith, qu'on sait pas si on va être bon seigneur, on sait pas trop ce qui va se passer parce qu'on a aucune expérience, mais ainsi vont les choses. Et on verra ce qui se passe dans le prochain volume de La Voix du Tigre. Oui, qu'ils sont peut-être dans une veine différente avec d'autres buts. Et voilà, Fred, écoute, ça nous amène à faire une petite critique de ce qu'on pense de notre aventure. Écoute mec, pour ma part, franchement, moi je me suis bien éclaté. Ce 3e volume de l'usurpateur d'Earthmoon, hein, La Voix du Tigre volume 3, je vais être sincère, je me suis bien éclaté dans les deux, mais je crois que celui-ci, c'est celui qui me botte, c'est celui qui me donne vraiment envie d'être à fond dans l'aventure du ninja et d'avoir envie en fait de lire la suite, quoi. Je me suis retrouvé en fait 6 ans plus tard, c'est ça comme on disait, à développer en fait une passion en fait pour La Voix du Tigre, et je me dis ok, là je suis à fond, là je scotche. Donc moi j'ai trouvé cette aventure spectaculaire, j'étais impressionné par le nombre de choix et surtout la longueur du livre pour un livre dont vous êtes le héros, très 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 long, ce qui fait toujours plaisir à lire. Au bout d'un moment, je me dis tiens, c'est bizarre, je suis toujours pas arrivé à la fin. Et le livre me surprenait avec encore plein de choix. Celui-ci, il a un truc que je trouve assez cool, c'est monde ouvert, donc on a vraiment le choix d'aller où l'on veut, faire ce que l'on veut, visiter les endroits que l'on veut. Plusieurs fois, on nous propose entre 4, même 5 choix à faire, et puis de revenir en fait à un carrefour et de prendre les autres choix si on veut. Donc à chaque fois avec des mini-quêtes. Ce jeu aussi nous introduit des mini-quêtes à réaliser.
Vachement bien écrit. Mark Smith et Jamie Thompson, hein, c'est des mecs balèzes de l'écriture des livres-jeux. Ils savent très bien nous représenter le monde d'Orb. Ils l'ont fait dans les 2 précédents volumes, là encore plus. On découvre de nouvelles parties du monde. Ça fait vraiment plaisir de globe-trotter dans cet univers fantastique, heroic fantasy, Japon médiéval, comme nous avait dit Jean-Michel, et Sengoku, Edo. Et puis même maintenant un petit peu empire chinois, quand on trouve pas mal de codes asiatiques dedans. C'est vraiment intéressant. À part les illustrations, j'étais déçu. Moi, j'ai trouvé que ce 3e volume de La Voix du Tigre est un délice, tout simplement, un vrai plaisir à lire. Et Fred, en écoutant ta partie de l'aventure, je me rends compte que d'où Jésus, il y a vraiment de quoi relire l'aventure, tellement qu'il peut se passer de choses différentes. Je sais pas si tu te souviens avec moi, c'était dans le 1er volume, où moi j'avais carrément fait une arène de combat, quoi, une arène de gladiateurs avec 4 zones différentes, et toi tu m'as dit non, j'ai pas du tout vécu ça. Là, tu vois, là je deviens loup-garou. Je veux dire, il se passe tellement de choses dans chaque lecture, c'est incroyable, quoi. Je suis dégoûté pour cette histoire de marchand, là, parce que j'hésitais, je me dis bon, ça va servir à rien, mais putain, c'est bon, bref, des fois, faut pas chercher à comprendre de liens logiques. Mais en tout cas, pour le podcast dont vous êtes le héros, là, pour moi, Xav, écoute, moi, c'est une recommandation absolue. De toute façon, la Voix du Tigre est une recommandation, mais ce 3e volume, bon, après, j'ai pas la mémoire trop fraîche sur nos précédentes lectures de la Voix du Tigre, mais ce fut un plaisir. Moi, je dis oui à la Voix du Tigre, volume 3, quoi. C'était top. C'était à prendre pleine griffe. À plein croc. Hey, encore mieux. Ouais, en fait, moi je suis assez d'accord avec toi. En fait, ce qui me fait plaisir à La Voix du Tigre, c'est qu'on vit une aventure épique. Bon, là, les buts sont vraiment un peu classiques. Il faut devenir le souverain, le roi. On était le fils caché, perdu. Bon, ça, c'est un peu classique, mais l'aventure elle-même est épique. Je sais, bon, je vais pas revenir. Franchement, faut vraiment retenir ça. Moi, ce que je retiens vraiment de cette aventure-là, c'est le côté épique. C'est vraiment, il se passe des trucs intéressants. On a des rencontres contre des dieux, des archidémons. Le bestiaire est assez bien fait. Moi, j'ai plus ressenti une incongruité en fait entre le monde d'Orb et en fait notre position de ninja et en fait le but de l'aventure qui est de devenir roi. Tout d'un coup, là, le ninja, j'ai trouvé déplacé, chose que j'avais pas eu le sentiment dans les 2 autres aventures. Je sais pas trop d'où ça vient. Après, c'est vraiment un détail. Là, moi, je suis très enthousiaste aussi, mais là, je reviens juste sur certains points. Là, j'ai trouvé qu'il y a une incongruité entre ce mélange là, tout d'un coup. Du ninja. Ouais, ça fait bizarre l'heroic fantasy dans ce volume. Hein. Ouais, tu fais bien de le soulever, ce détail. Ouais. Bah là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, tout d'un coup, ça fait un peu fourre-tout. Pourquoi est-ce que le ninja, c'est si important dans cet univers-là? Alors là, tout d'un coup, je perdais un peu le... En fait, là, qu'on soit ninja ou un chevalier, ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait, dans cette aventure-là. Je trouvais que je me représentais plus de la façon d'être un ninja dans les 2 premières aventures. Là, on est un espèce de mec Conan qui veut récupérer son trône, si je sommarise un peu. Et donc, du coup, je me suis dit, tout d'un coup, là, mon personnage est un peu incongru dans cette histoire-là. Bon, c'est pas grave, c'est ma destinée, je suis le souverain caché. L'aventure est super. Moi, j'ai aussi un truc que j'ai trouvé j'ai moins profité des combats. En fait, j'ai trouvé que là, dans ma aventure, le système de combat, de choix de technique par rapport à ses adversaires était beaucoup moins développé. J'ai trouvé aussi que j'avais utilisé que 2 fois des capacités dans toute l'aventure, qui étaient œil d'aigle et une fois crochetage des pièges, et une autre fois acrobatie, ouais. J'ai trouvé que bon, on perdait un peu ce lien avec les dons qui étaient beaucoup plus présents dans les 2 premiers volumes. Et aussi, ce qui est très intéressant en t'écoutant, là, moi, il y a un truc justement que j'allais relever, et en fait, je viens d'entendre tout l'inverse dans ton résumé. C'est toi qui me dis qu'il y a beaucoup de choix. Et ben, en fait, moi, dans mon aventure, j'étais surpris parce que j'ai l'impression d'être dans Loup Ardent. C'est qu'en fait, à chaque fois, à la fin de paragraphe, j'avais aucun choix. Et je suivais l'aventure, et ça commençait même à m'intriguer. Et en fait, j'ai même commencé à noter le nombre de fois où on me proposait des choix. Je sais pas si je suis très clair. Bon, après, je compte pas les fois où on te dit si tu veux taper au coup de pied ou si t'es acrobatie, parce que c'est pas des vrais choix. Des choix narratifs, quoi. Ouais. Des choix qui des vrais choix narratifs. Donc en plus, j'ai compté les 2 premiers par rapport à l'armée et quel chemin on prend. Qui sont des choix, mais qui sont pas vraiment des choix dans l'aventure. Et en fin de compte, j'ai pas... Bon, et j'ai compté, en faisant toute l'aventure, bon, j'avais peut-être oublié quelques-uns, j'ai pas fait de façon systématique, mais ça représente, j'ai fait que 25 choix dans toute l'aventure. Ah ouais, putain, c'est quasiment que dalle. Non, c'est que dalle. Moi, j'ai suivi une trame, en fait. C'est bizarre, toi. Ouais, mais déjà, t'as pas eu ce fameux duel dans les bois où t'as plein de façons d'attaquer, comment il s'appelle, Eigichi. Ouais, c'est vrai que tous les deux, on a eu, j'y pense, ça, c'est vrai. Moi, c'était rempli de choix, quand même. J'avais pas mal de destinations, j'en avais largement au-dessus de 20 et quelques.
parce que j'avais tout ce qui était même avant d'arriver dans Hearth's Moon, mais même dans Hearth's Moon après, entre les tavernes, la façon dont on veut approcher les gens dans les tavernes, la façon dont on veut approcher les gens dans les temples ou la guilde des marchands, la façon dont on veut progresser à travers même la région avant Hearth's Moon, hein, dans les champs et tout, la version lente, version courte, les rencontres différentes que l'on peut faire, les choix des dialogues qui sont toujours entre 2 et 3 qu'on a avec Doré le Jeune. Moi, j'ai eu pas mal de choses, mais c'est vrai que non, toi, mais t'as été... les dialogues, je les ai comptés, tout ça, mais moi, dans mon aventure, était très scripté, donc j'ai dû en oublier certains, parce que je l'ai pas fait de façon systématique, mais je voulais avoir, parce que moi, j'ai vraiment su, au début, je me disais, c'est pas possible, tous les paragraphes se terminent, et on dit, allez là. Je me dis pas, il y en avait beaucoup. Ah, moi, c'est vraiment, je crois qu'à un moment, j'en ai enchaîné 10-15 où, en fait, je suivais, j'exagère un peu, mais franchement, je suivais. On dit, allez là. Moi, ça m'arrivait des fois 2 ou 3, mais je savais aussi que c'était une simplicité par rapport à la narrative, parce que les livres dont vous êtes le héros, il y a beaucoup plus d'explications et de développement de personnages, surtout dans des sagas qui se suivent. Donc, par exemple, le personnage qui évolue à un entretien, une conversation ou un sentiment vers un personnage long joueur ou un personnage secondaire dans l'aventure, c'est assez dur pour l'écrivain, tu vois, avec plusieurs paragraphes plus tard, de savoir si c'était un pote ou un ennemi. Donc il est obligé de rediviser des paragraphes en te disant, est-ce que vous êtes bien aimé avec le marchand, est-ce que vous êtes engueulé. Et je sais que souvent les paragraphes sont plus lents, comme ça ils résument un peu tout, ce qui t'évite de faire des choix plus tard pour te révéler encore plus leur attitude. Donc c'est une façon simpliste d'aider dans les livres-jeux cette complexité-là qui est pour l'écrivain de comment faire en sorte qu'il y ait une mémoire intérieure dans le livre qui te rappelle si tu t'entendais bien avec les gens ou pas. Et donc la triche souvent c'est de donner des items et de faire appel à l'utilisation de ces items qui veut dire ah si tu as eu cet item ça veut dire que tu t'es bien entendu, si tu l'as pas eu tu t'es mal entendu. Donc je sais que quand je tombe sur des gros paragraphes je connais un petit peu, mais je suis fan de ça. Moi j'aime beaucoup les livres dont vous êtes le héros, les livres-jeux comme je disais tout à l'heure, Loup solitaire. Ouais, voilà, tout ça, ouais. Ouais, après, ça m'a pas gêné, mais je me suis quand même, en fait, je me souviens pas si comme si j'avais cité mes débuts dans le podcast, je me souviens plus si les 2 premiers étaient comme ça, avec moins de choix quand même. Après, il y a des paragraphes, effectivement, t'as 4 choix, 5 choix possibles, t'as des dialogues, il y a 6 ans, je pourrais pas te dire. Ouais, moi non plus. Mais il me semblait pas que c'était aussi, là, j'ai vraiment eu l'impression de lire Loup Ardent, en fait, à un certain moment. Bon, après, ça m'a pas dérangé. Loup Ardent, c'est dur. Parce que ça m'a pas dérangé, parce que l'aventure est super. Franchement, moi j'aime beaucoup La Voix du Tigre et l'univers. Bon là, il y a cette petite incongruité. Et moi j'étais un peu déçu, parce avant de rentrer au combat final, en fait, moi j'avais fait que 3 combats, en fait, qui étaient en plus des semi-combats. Donc je me dis, tiens, c'est quand même un jeu qui est basé sur les techniques du combat. J'ai pas fait un combat de l'aventure. J'ai juste j'ai été attaqué par Léopard, je lui ai donné un coup de poing, Glevas, mon allié, l'a calmé. Après, je tombais sur plus ou moins en fuyant des halvorks, des demi-orques. À un moment, il y a un combat contre 4 d'entre eux, mais bon, ça se fait assez rapidement. Et après, les trolls de caverne où j'avais fait le brise-nerf pour m'en débarrasser. Moi, toute l'aventure, j'avais pas fait un combat. Je me dis, bon, bah voilà, dans les autres aventures, je m'amusais à faire mes techniques contre les adversaires. Là, c'était même dans mes techniques, j'étais limité. C'était même un peu scripté. Je me dis, mince, c'est bizarre quand même. Ah, et pourtant, moi, j'ai eu l'inverse, quoi, avec le fameux Iguchi, puis après Honoric, puis après le Golem, hein, et puis après, dans la cité, j'avais, je sais plus ce qu'il y avait, puis dans les grottes, il y avait le loup-garou. J'ai eu pas mal de combats, hein. Même le Golem, il y a plusieurs phases de combat. Pareil pour Honoric, comme le combat évolue, on change de terrain de jeu, et puis voilà, c'est une nouvelle phase d'attaque. Donc, ouais, mais c'est vrai, Fred, il y a un détail là que je retiens dans ta critique. Et je suis absolument d'accord, je me rends compte que maintenant, quoi, comme tu me fais refléter dessus, c'est que, en effet, je vois pas de ce qu'il y a de ninja dans ce volume, quoi. On est des paladins, des orques, le monde d'Orb, je comprends si le continent est un peu différent. Après, pourquoi pas, c'est comme le vrai continent de nous, hein, et je veux dire, il n'y a pas... chaque partie du monde est différent, pourquoi pas. Est-ce que c'est le ninja dans le 3e volume qui sort de l'univers du ninja et qui va se balader, justement, dans un autre monde? Est-ce que notre cerveau est trop réglé à la
wind so low, felt the wind blow like I was a screen door in a thunderstorm. Yeah, I've been down, you've been laid out, but you always were what I came here for. Waiting all day, just for my sake, for a bell to ring, for the first sting. Yeah, I've been blue, that ain't nothing new. It's you, my friend, why I get up again. I've made mistakes and I've been hard hit. I say so what? So what if I did? I'm the clear eye, I'm the comeback kid. It's been a rough year, been some tough tears. I've lost so fast all that I had, but when it's time to, I'll fight for you, 'cause you know you are why I've come so far. I've made mistakes and I've been hard hit. I say so what? So what if I did? I'm the clear eye, I'm the comeback kid. Started over again. I'm the clear eye, I'm the comeback kid. I've made mistakes and I've been hard hit. I say so what? So what if I did? I'm the clear eye, I'm the comeback kid. Started over again. I'm the clear eye, I'm the comeback kid. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. tu me fais un petit cri de ninja là, vas-y, comme ça je mets juste après. Yubijutsu. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est faites la voix du ninja. J'espère que. Et ben, je vous invite à. Non, c'est pas ça que je veux dire. Alors, on va se lancer, on va faire plus naturel.